Radio Rec, it's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. Et On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect, avec ce soir la présence de Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous. De Hugo, bonsoir Hugo. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Et de Raphaël, le retour après quelques semaines d'absence. Bonsoir Raphaël. Hugo, salut tout le monde. Moi c'est Nicolas, mais c'est pas grave. Tu vas m'appeler Hugo, mais non, bon. j'ai dit Nico. Bon. Nico, il a dit. Ah pardon, excusez-moi. Bah alors voilà. Bon, on va pas recommencer l'émission, on vient de la débuter, on va pas la recommencer, on est en direct, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, dernière émission, a priori, avant notre déménagement à la maison de l'étudiant, messieurs, c'est avec une certaine émotion que nous allons quitter ces locaux de Copernic, où nous tournons cette émission depuis ses débuts, et où la radio a fait ses débuts également. Voilà, une petite émotion, Marc. Bah, j'ai pas connu la radio à ses débuts, donc moi je l'ai connu. Ça fait combien de temps qu'on fait l'émission? 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. 3 ans et quelques. Bon bah, 3-4 écoute, ans. une nouvelle aventure se poursuit. Voilà, effectivement, et je me tourne vers Hugo, notre présentateur historique de cette émission. Voilà, toi qui avais débuté cette émission à ma place. Petit moment d'émotion au moment de quitter et au moment de faire les cartons, j'imagine. Mon émotion va surtout vers la phrase de Marc qui dit une nouvelle aventure se poursuit. Ce qui n'est pas cohérent du tout. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est pas cohérent. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je suis vachement enthousiaste vis-à-vis de cette nouvelle. Ça va très bien se passer. Bon, il va falloir un petit temps d'adaptation. Bien sûr, le déménagement. L'émission va en pâtir un petit peu. Il y aura quelques éditions qui vont sauter, mais évidemment, on reviendra plus fort. Au moins une la semaine prochaine, effectivement. Nous allons prendre une semaine. On va en profiter pour prendre une semaine de vacances, de congés en cette période de Toussaint. Et nous devrions, on espère, revenir à l'antenne le 6 novembre. Voilà, bon, tout ça est en train de se préparer. On vous tiendra bien sûr informé sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur le site de la radio. Eh bien, un programme assez chargé ce soir nous attend. Nous allons parler dans quelques instants avec Raphaël de son coup de cœur de la semaine. Il s'agit d'un livre, La race des purs, comment les Nord-Coréens se voient, par Myers. C'est ça, Myers Myers, à l'américaine. Hein. Voilà, et donc nous en parlerons avec Raphaël qui a lu pour nous cet ouvrage. Et puis dans un deuxième temps, après cette intervention de Raphaël, nous reviendrons sur un débat qui nous concerne en tant qu'étudiants, qui concerne également certainement nos auditeurs, et un sujet de société depuis la rentrée 2014, plein de sujets autour de l'enseignement, de l'éducation nationale. Nous reviendrons sur ces différents sujets avec un débat, où va l'école, où va l'éducation, où va l'enseignement. Donc voilà, où vont toutes ces choses-là. Nous parlerons bien sûr de l'enseignement supérieur, la sélection à l'entrée du master. Nous reviendrons sur le contrôle continu, un article c'était d'aujourd'hui, non c'était, oui c'est ça, un article d'aujourd'hui du Monde qui est paru là-dessus. Et puis effectivement, eh bien vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, c'est passé je crois sur France 2, mais également sur différents sites. Et j'ai sous les yeux celui de, je ne sais plus, si Le Parisien qui nous révélait effectivement. Eh bien, que Le Parisien nous révélait qu'effectivement, des professeurs, eh bien, il est de plus en plus facile de devenir professeur parfois, tellement il en manque. Voilà, nous reviendrons bien sûr sur ce sujet en deuxième partie de notre émission. Et comme dirait Marc, eh bien, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Twitter. Non, c'est pas vrai. Non, on va éviter. D'ailleurs, il est plus là d'ailleurs le jeudi ou le vendredi, il fait de vie sur ça dans l'air. Eh ben non, il prend du repos, il anime une émission sur radio, ouais, voilà, c'est un de nos collègues, si on a la prétention de le dire comme ça. Et il anime une émission, et donc du coup il a laissé la présentation de mots croisés à Anne-Sophie Lapix, et peut-être s'absente-t-il de C'est dans l'air en fin de semaine. Mais ça c'est habituel, bah, il a toujours Oui, laissé. Non, mais là, ça va se rendre. Parce que tous les matins, ils doivent se lever super tôt, je crois, pour faire. Je sais plus si c'est sur Europe ou sur RTL. Sur RTL, bon. Bien. Pour moi. Sujet totalement. C'était ton coup de cœur de la semaine, merci. Voilà, Marc. exactement. Et nous allons passer, je le disais, hein, on va passer la parole dans un instant à Raphaël. Juste avant, Hugo souhaitait nous faire un petit coup de projecteur sur l'actualité relatif
à une de nos dernières émissions, qui fera écho certainement à l'une de nos dernières émissions. On t'écoute, Hugo, pour ce petit coup de projecteur, Oui, et avec la source que je n'ai pas sous les yeux, donc peut-être pourrais-tu nous dire. non, il n'y a pas de source particulière si ce n'est la réalité, dans le sens où c'est un événement qui revient sur les affaires de voile dont on a traité la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait de ce qui s'est passé à Sciences Po X, à savoir l'altercation entre un professeur d'histoire et une étudiante voilée. Là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est à l'Opéra Bastille, une touriste du Golfe, visiblement, qui s'est fait expulser de la salle parce qu'elle portait un voile intégral. Donc c'est contraire à la loi. Visiblement, si les sources concordent, elle serait rentrée sans, elle l'aurait mis après. Enfin, je vois pas vraiment d'autres explications sinon pourquoi elle serait rentrée. Quoi qu'il en soit, ça fait cher l'entracte. Elle a payé sa place 231 €. Et donc, elle a été éjectée à Et l'entracte. ils ont pas demandé de remboursement. Non, sérieusement, ils ont pas demandé de remboursement. Bon, bah tant mieux. Mais bon, c'est pas une question forcément d'argent. Puis c'est des gens, je pense, qui n'ont pas, Oui, qui surtout n'ont pas ça. ce genre de soucis. Donc, je vois pas pourquoi ils demanderaient. C'est juste une application de la loi. Donc voilà, tout ce qui est logique, mais ça fait quand même réagir le ministère qui a dû rappeler, pas forcément rappeler à l'ordre, mais rappeler la loi aux différents organismes sur lesquels il a une tutelle. Merci. Et voilà. C'est l'occasion quand même de revenir sur cette affaire. Peut-être que Raphaël a quelque chose à dire. Vu À qu'il n'était ajouter, pas là. oui, comme il n'était pas là, non, c'est bon. Très bien. Bah, merci en tout cas pour relayer cette information. On vous l'a déjà dit lors de nos 3 dernières émissions de la saison. On aime bien revenir sur des sujets sur lesquels vous avons présenté des faits, sur lesquels nous avons débattu, et parfois continuer un petit peu l'actualité. Hugo, tu souhaitais ajouter quelque chose ? Oui, juste pour dire, pour souligner ce que tu disais, dans le sens où pas mal d'articles expliquaient que justement le débat autour du voile était par là relancé du fait de cette affaire-là. Effectivement, et c'est un débat récurrent, effectivement, qui revient donc régulièrement. C'est d'ailleurs la définition de récurrent. On va donc passer effectivement au coup de cœur de la semaine. Raphaël revient et on comprend pourquoi il n'était pas la semaine dernière. Il peaufinait sa chronique du jour, puisqu'évidemment c'est un sujet extrêmement important de préparer ses chroniques pour Politiquement Incorrect. Et on imagine effectivement que Raphaël a passé les 3 dernières semaines à préparer sa chronique. Tout à fait, Nico. Et donc on va t'écouter avec une qualité d'écoute qui sera relative évidemment à la qualité de ta chronique. Dans un premier temps, déjà, je vais solliciter votre attention. Je me suis penché, moi, sur ce livre, La race des purs, qui traite de la Corée du Nord, pour en apprendre un peu plus sur une culture et tout un système que tout le monde ignore. En fait, personne connaît vraiment la Corée du Nord, personne connaît vraiment les Nord-Coréens et leur façon de voir le monde et de voir le système. Donc j'ai voulu lire ce livre justement pour approfondir un peu mes connaissances sur le sujet. Et donc dans un premier temps, je vais vous demander à vous trois ce que la Corée du Nord vous évoque, justement, parce qu'on va essayer aujourd'hui de lutter contre toutes les idées préconçues qu'on peut avoir. Donc je vais vous demander dans un premier temps de me dire ce que ça vous évoque, vous pensez Corée du Nord, à quelles images ça renvoie dans votre imaginaire. Moi, si je peux commencer, effectivement, frontières, communisme, fermeture, un petit peu l'idée que je me fais du pays, ne le connaissant pas. Je dirais régime autoritaire. Oui, non, c'est D'accord, vrai. merci. Je dois dire un seul mot, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? À Kim. quoi tu penses quand on me dit Corée du Nord? Moi, je pense à la dynastie des Kim, et du coup, un régime familial de tendance autoritaire, très très fermé, très Non, secret. Vos réponses sont très bien, notamment celle de Nicolas, parce que justement, l'objectif principal de ce livre, c'est de montrer, par plusieurs arguments que je mettrai en avant tout à l'heure, pourquoi la Corée du Nord n'est pas du tout un régime communiste. Et pourquoi aussi ce n'est pas du tout un régime confucianiste, parce que des fois on associe les deux, on dit que la Corée du Nord est un régime confucéo-communiste, une sorte de monstre un peu mélangeant toutes ces idéologies, mais en fait pour justement Brian Reynolds Myers, ce n'est pas du tout le cas. Donc je vais vous expliquer pourquoi tout de suite dans les prochaines minutes. Alors petite présentation brève de l'auteur. Brian Myers, en fait il est docteur en études nord-coréennes de l'université de Tübingen en Allemagne. Il vit en Corée du Sud forcément, il peut pas vivre en Corée du Nord, c'est pas donné à tout le monde. Et il dirige le département d'études internationales de l'université de Dongseo. Et en fait, il intervient régulièrement dans le New York Times et le Wall Street Journal pour parler de la Corée du Nord. Il parle le nord-coréen, ce qui est quand même assez rare dans le milieu. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Corée du Nord sans lire le nord-coréen, ce qui pose notamment un grand problème au niveau des sources. Parce que, comme il le dit dans le livre, on a souvent un décalage très fort entre le discours qui est partagé avec l'extérieur du pays par l'agence de presse internationale
et le discours qui est partagé à l'intérieur. Donc, on a toute une ambivalence, en tout cas entre le message qui est diffusé à l'intérieur des frontières et à l'extérieur. Et c'est pour ça que parler le nord-coréen, ça lui apporte une certaine légitimité. Alors pour un petit rappel très rapide aussi géographique et démographique, la Corée du Nord, c'est 23 millions d'habitants. Donc ça fait 190 habitants au kilomètre carré à peu près. Et la Corée du Sud, c'est le double, c'est 49 millions d'habitants et 492 habitants au kilomètre carré. Donc c'est un rapport de force qui est 2 fois supérieur pour le voisin du Sud. Donc voilà, comme je vous le disais, l'objectif de ce livre, c'est de lutter contre un certain nombre de stéréotypes qu'on peut avoir à l'égard de la Corée du Nord. Et l'auteur commence très rapidement en mettant en avant un fait principal, c'est-à-dire il nous balance tous les reportages que vous voyez, les reportages faits aux États-Unis notamment sur les migrants qui fuient la Corée du Nord par des réseaux illégaux qui passent par la frontière chinoise. C'est très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces migrants économiques, la moitié revient volontairement en Corée du Nord. C'est-à-dire que parmi tous ceux qu'on voit fuir le pays, on en a la moitié qui reviennent consciemment en Corée du Nord. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore beaucoup, c'est quelque chose qu'on ne met jamais en avant, forcément, parce qu'on ne comprend pas. On a beaucoup de mal à comprendre ce retour. Comment, après avoir découvert ce formidable monde extérieur, ils peuvent imaginer revenir en Corée du Nord. C'est quelque chose qui arrive, malheureusement. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui les rattache à ce pays ? Alors, au niveau de l'histoire, il faut savoir quand même qu'avant le 19e, on n'a pas de nationalisme coréen à proprement parler. Ça n'existe pas encore. C'est qu'à la fin du 19e, avec le soutien du Japon, qu'on a un gouvernement réformiste qui va essayer de créer une idéologie nationale et tout un truc autour de tout ça. Voilà, on va faire un bond en avant. Mais en gros, quand le régime se met en place en 1948, donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, la République populaire démocratique de Corée, donc la Corée du Nord, elle est proclamée officiellement le 9 novembre 1948. Et en fait, on se retrouve à une époque où tous ceux qui avaient... on a plein de collaborateurs qui avaient collaboré avec le régime fasciste japonais au sud de la Corée, et notamment plein de Japonais eux-mêmes qui avaient mis en place cette dictature, qui se retrouvent en Corée du Nord. Donc en fait, c'est très important pour la suite, pour vous expliquer l'essence même du régime. C'est-à-dire qu'on a plein d'anciens collaborateurs du fascisme japonais qui étaient présents en Corée du Sud, qui finit après la Seconde Guerre mondiale en Corée du Nord. Et ça, c'est très important parce qu'on va avoir en fait une influence omniprésente du régime fasciste japonais en Corée du Nord. Ça se traduit notamment par une transposition directe et assez vulgaire de tous les mythes nationaux qu'on avait à la Corée sous la domination japonaise, qu'on va transformer à la sauce coréenne en remplaçant juste des prénoms ou des histoires, et pour recréer une sorte de mythe national essentialiste. Alors Kim Il-sung, qui est le personnage plus ou moins connu de tous, c'est le président éternel de la République, c'est le premier gouverneur de la Corée du Nord. Alors ce qui est assez surprenant et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve et aucun de ses écrits ne manifeste une quelconque compréhension des écrits de Marx. C'est-à-dire que dans ce qu'on a de Kim Il-sung et dans ce qu'on sait de Kim Il-sung, on n'a rien qui atteste une compréhension lointaine ou pas de ce que Marx a pu écrire. Donc déjà, quand on parle de communisme, quand on parle de marxisme, il faut savoir que le premier dirigeant nord-coréen, en gros, ne connaissait rien à Marx, ne comprenait rien et ne voulait même pas y comprendre grand-chose, parce que Marx, vous le savez, c'est très compliqué. Kim Il-sung, c'était pas forcément quelqu'un de très brillant, que ce soit sur le plan militaire ou intellectuel, et donc on avait quelqu'un qui était assez distant de tout ça. Il était d'ailleurs sans doute le moins cultivé de tous les leaders du monde socialiste après la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, parallèlement à ça, les activités éducatives aussi qu'on a en Corée du Nord, auxquelles on assiste, elles ne sont pas du tout centrées sur le marxisme-léninisme. C'est-à-dire qu'on ne forme pas des enfants au marxisme-léninisme. Ça aussi, c'est très important parce qu'on a souvent cette image aussi de se dire la propagande, l'éducation, tout passe par là. Et bien en fait, l'éducation à la nord-coréenne dans les années 50, ce n'est ni marxisme, ni léniniste. Donc ça, c'est un point aussi très important à savoir. L'autre trait de la culture nord-coréenne, c'est aussi que depuis les années 70, on vend le régime comme centré autour de la fameuse doctrine du juche, du juché. Je ne sais pas comment on le prononce. Qu'est-ce que le juché ? Justement, personne ne sait en fait. Alors c'est ça qui est très marrant, c'est que le juché qui est établi en septembre 1972, ça se résume plus ou moins à un assemblage de phrases ambiguës et vides de sens qui laissent l'interprétation un peu à tout et qui laissent tout le monde un peu fantasmer là-dessus, notamment à l'étranger. Ça permet au régime... Alors je vais vous lire des exemples déjà pour vous donner un aperçu. Alors dans la doctrine du juché, il y a écrit qu'il faut établir le sujet qui veut dire approcher la révolution et la construction avec l'altitude du maître.
Alors tu vois, c'est très profond quand même comme phrase, c'est très concret. On a l'homme est le maître de toute chose. Tu vois, c'est aussi quelque chose de très vague, de très grand, de très mystique. Mais en fait, le juché, ça permet surtout au régime de cacher l'idéologie dominante de la Corée du Nord, du régime nord-coréen, c'est-à-dire une idéologie raciste, une idéologie implacablement xénophobe et qui est issue, comme je vous le disais, du mythe fasciste japonais. C'est-à-dire que le juché, ça permet de cacher tout ça à l'étranger. On le voit encore comme un bastion du stalinisme, quelque chose qui n'est absolument pas. Et le juché, voilà, ça permet de mettre une sorte de voile sur la réalité de ce régime fasciste et raciste. Et finalement, on constate que ça marche. Donc la stratégie est plutôt efficace de la part du régime nord-coréen. Voilà, ce que met en avant l'auteur aussi, c'est que les Japonais, pour lui, ils ont appris aux Coréens d'une certaine manière à se prendre pour une race unique, de par leur pureté, leur vertu. D'où cette notion de coréanité qui ressort beaucoup en Corée du Nord. On a vraiment cet aspect de race, d'essentialisme raciste qui est omniprésent et qui est central dans le régime. Et ça, il faut bien le comprendre et l'intérioriser. C'est l'une des différences flagrantes avec le communisme. C'est que jamais dans le communisme, on a la notion de race qui est mise en avant. Jamais dans l'idéologie marxiste, d'ailleurs, ou même dans le régime de Lénine, on a cette différenciation entre des races. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est extérieur à cette idéologie. Et ça, c'est clairement central. Et l'auteur insiste dessus parce que c'est vraiment une dissociation qui est très importante. Après, pour essayer de comprendre, parce que ce qu'il faut saisir aussi, c'est que des gens adhèrent au régime. Alors on peut dire, effectivement, ils adhèrent au régime parce que depuis qu'ils sont petits, on leur fait une propagande autour de ça. C'est-à-dire qu'on leur vend le régime, on leur apprend à aimer le régime. Et il y a quand même des sociologues qui sont penchés sur la question pour essayer de le comprendre. On a Ernest Becker, qui est pour le coup un anthropologue social, donc plus ou moins sociologue, mais sur le terrain, entre guillemets, qui étudie l'évolution de l'homme, qui a dit que pour lutter contre la mort, l'homme se cherchait une sorte de projet, une quête d'immortalité, un mythe qui le rendra indispensable à l'univers, pour s'accomplir personnellement. Et finalement, avec le régime nord-coréen, on retrouverait ça, c'est-à-dire que la population arriverait à se sentir immortelle, entre guillemets, par ce régime stable et dynastique établi par les Kim. Et donc c'est une des explications expliquées par cet anthropologue. Après, sur le plan historique, pour resituer rapidement, le régime a subi quand même une famine très importante dans les années 90 qui a ravagé le pays, notamment entre 95 et 97. On note plus d'1 million de Nord-Coréens qui seraient morts au pire de la famine. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est à peine quelques années après la chute de l'URSS, et donc on a beaucoup moins d'aides venues de l'extérieur, c'est-à-dire que l'économie est en grande difficulté. Et la transition avec la Chine, qui n'avait pas le niveau de développement actuel, fait que la Corée du Nord se retrouve un peu seule et doit faire face à de réels, véritables, gros soucis alimentaires. Un autre cliché auquel on fait souvent face, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la Corée du Nord est complètement enfermée sur elle-même, ne connaît rien de l'extérieur, comme si c'était un pays moyenâgeux enfermé qui n'avait pas du tout idée de ce qui se passe, d'Internet et tout ça. Alors ça, faut bien comprendre que c'était peut-être valable il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est complètement faux. Il y a plein notamment de DVD de Corée du Sud qui transitent vers la Corée du Nord par des réseaux illégaux, qui sont évidemment filtrés par le régime dès que possible. Les Sud-Coréens ont des associations qui envoient tout un tas de produits en Corée du Nord via des ballons aériens qui passent, qui survolent la frontière en fait et qui tombent en Corée du Nord, on ne sait où. Et dans les années 2000 aussi, faut savoir que non, pas dans les années 2000, mais si vous voulez, ces dernières années, le régime nord-coréen a affirmé, donc a dévoilé publiquement à son peuple, que la Corée du Nord, depuis les années 2000, était beaucoup plus développée. Donc c'est quelque chose qui est assumé. Les Nord-Coréens sont censés savoir que la Corée du Sud est plus développée. Mais donc, ils sont dans l'idée de se dire que de toute façon, les Nord-Coréens s'en fichent, entre guillemets, que ce soit plus développé ou pas, ils veulent vivre sous ce régime et c'est comme ça que ça marche. Mais vous voyez, il y a quand même, je dirais pas qu'il y a un souci de vérité parce que ce serait trop tracer le trait peut-être de manière trop épaisse, mais en tout cas, si vous voulez, face à cet afflux d'informations venues de l'extérieur, ils ont complètement avoué que la Corée du Sud était plus développée sur tout un tas de points et ça leur a pas posé problème. Et autre petit aspect assez intéressant au sujet de la Corée du Nord, en 1999, c'était le premier récipiendaire de l'aide américaine. Donc en même temps, on a un régime qui se construit de façon opposée aux États-Unis. Les États-Unis, c'est les Yankees, c'est les envahisseurs, c'est l'éternel ennemi, si vous voulez. Le régime actuellement, il se légitime uniquement par la présence et le pouvoir des États-Unis. Sans le rôle des États-Unis actuellement, le régime n'aurait plus grand-chose pour légitimer son fonctionnement actuel.
Mais à côté de ça, la Corée du Nord profite quand même des aides américaines qui affluent en masse de par la grande pauvreté qui sévit en Corée du Nord, et donc les États-Unis, notamment dans le cadre de l'aide au développement et de tous ces trucs que vous connaissez déjà, envoient pas mal d'aide en Corée du Nord. Alors là, voilà, maintenant, passé ces descriptions, je vais vous détailler rapidement les grandes différences notables et que vous pouvez retenir ou pas avec le confucianisme et le communisme, dont certaines que j'ai déjà détaillées. Alors avec le confucianisme notamment, il y en a une qui est assez importante pour l'auteur, c'est que dans le confucianisme, la mère doit obligatoirement et tout le temps en fait obéir à ses enfants. Il y a cette doctrine, il y a je dirais pas cette soumission, mais l'enfant si vous voulez, est mis en avant au tel point que la mère doit lui obéir. En Corée du Nord, si vous voulez, la figure maternaliste, elle est représentée par le guide. Le guide, c'est, si vous voulez, le guide, donc vous avez compris, hein, le Kim, le Kim en général, c'est celui qui est à la tête du pays. Il est un peu hermaphrodite, c'est-à-dire qu'en Corée du Nord, il a cette image d'homme, mais aussi de femme, et surtout cet aspect féminin de maternalisme qui prend soin de son peuple, qui le berce. Vous voyez, cette image-là de la femme est très mise en avant. Et c'est pour ça que, d'après l'auteur en tout cas, le dirigeant plaît autant à sa population. C'est qu'il a ce côté à la fois mère et père qui fait que tout le monde s'y retrouve et tout le monde y trouve son compte. Et donc en Corée du Nord, la figure maternaliste, c'est le guide qui doit diriger le peuple. Et donc forcément, si le guide qui est censé être la mère doit obéir à ses enfants qui est le peuple, ça va pas. Vous voyez, il y a cette contradiction entre le confucianisme déjà et le régime qui est là. Ensuite, Confucius, il valorisait beaucoup les études. Il pensait que l'homme devait s'épanouir en apprenant plein de choses, en poussant ses études le plus possible, alors que le régime de Kim, il pousse plutôt ses fusées à rester aussi infantiles que possible et dépendants de leur instinct. Tout au long du texte avec un grand T, de ce qu'on peut voir du régime, il y a cette idée que le peuple est très infantile, qu'il faut le bercer, qu'il faut lui apprendre, mais qu'il doit aussi suivre ses instincts. Et ça, j'en reviendrai tout à l'heure parce que c'est aussi très important. Et ça, c'est complètement à l'opposé aussi de la valorisation des études chez Confucius. Et enfin, le dernier petit aspect qui peut différer de la doctrine confucianiste, c'est que, encore une fois, Confucius ne hiérarchisait pas du tout les races, alors que la RPDC estime que seuls les Coréens sont vertueux. C'est un peu la seule race qui vaut sur Terre. Hein. C'est la meilleure race, la plus pure, la plus vertueuse. Et le parti des travailleurs de RPDC aussi n'admet pas le culte des anciens qui est omniprésent dans le confucianisme. On a ce respect de l'ancien qui est omniprésent dans le confucianisme et donc dans les sociétés chinoises et japonaises. Hein. Tous ceux qui sont allés dans ces pays-là ou qui ont travaillé le ressentent très fortement. Alors avec le communisme, Nico, du coup, je te propose d'écouter en détail pour éviter de refaire cette petite erreur. Faut savoir que dès la fin des années 90... Comment me faire passer pour un inculte? Non, mais le problème, c'est qu'au sujet de la Corée du Nord, tout le monde l'est, même un peu moi. C'est pas un livre qui va me fonder une culture incroyable sur la Corée du Nord, mais c'est vrai qu'il y a un peu si vous voulez, le pays est tellement fermé qu'on sait peu de choses sur la Corée. Donc, voilà, le communisme. Alors, à la fin des années 90, la Corée du Nord, faut savoir qu'elle fait même plus semblant d'adorer au marxisme-léninisme. Il n'y a plus aucune référence à ça. Dans les textes, on parle de notre type de socialisme, ce qui veut dire ce que ça veut bien dire. C'est-à-dire que, en gros, on fait ce qu'on veut. On appelle ça socialisme parce qu'on a une image, on a un truc de façade à devoir à maintenir, mais en gros, c'est notre type de socialisme. Donc, ça va dans tous les sens, quoi. Il n'y a plus du tout de référence à Marx, à Lénine, si tant est qu'il y en ait déjà eu. Ça, c'est une chose. Et 10 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en avril 2009, il y a une nouvelle constitution qui est mise en place. Et dans cette constitution, Nicolas, c'est ça peut-être le plus important, c'est qu'on n'a aucune allusion au terme de communisme. Le mot communisme n'apparaît aucune fois dans la Constitution. Donc, ce qui est quand même pour moi le principal argument pour dire que le régime n'est pas communiste, a priori, c'est qu'il ne se le revendique pas tout simplement. On parle d'un socialisme de primauté à la défense. Donc voilà, je te laisse aussi interpréter la chose. C'est encore une fois ce côté fermé, danger extérieur. On mise tout sur la défense parce qu'on en a besoin contre les envahisseurs. Alors voilà, après c'est des aspects plus culturels qui vont différer du régime soviétique et l'auteur, c'est très intéressant, moi je vous conseillerais de lire au moins cette partie du livre parce que on constate que dans les mythes nationaux et dans que ce soit les films ou en tout cas les récits qui sont vendus par les deux régimes, il y a des nuances qui sont extrêmement présentes. On a tous déjà vu, que ce soit en cours ou à la télé, en tout cas des films qui étaient sortis sous l'URSS avec des images très précises, de trucs très cadrés, de travailleurs très sérieux. Alors déjà en Corée du Nord, on n'attend pas des cadres qu'ils enseignent quelque chose aux autres, mais qu'ils chérissent. Tu vois, les intellectuels, ils incarnent des personnages plutôt négatifs. Alors que le parti soviétique,
si vous vous souvenez bien, c'était plutôt le père éducateur. Le Parti soviétique devait éduquer la société, éduquer le peuple. Lénine considérait son peuple comme, pareil, infantile, qui manquait énormément de culture, qui n'était pas assez éduqué pour tout un tas de choses. Et du coup, il y avait cette idée de l'éduquer, de l'accompagner dans cette éducation. La Corée du Nord, c'est pas du tout ça. La Corée du Nord, il faut chérir le peuple, mais lui enseigner, c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Idem, c'est-à-dire qu'en Corée du Nord, on déteste toutes ces scènes de discipline intellectuelle. Le stalinisme, il mettait plutôt au-dessus de la raison, il mettait plutôt la raison au-dessus des instincts, alors qu'en Corée du Nord, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que on pousse à chaque fois le peuple et l'homme directement à suivre ses instincts, ce qui est d'ailleurs, vous allez dire, c'est un peu en contradiction avec le régime en lui-même, parce qu'on pousse le peuple à suivre ses instincts, et en même temps, on a un truc très cadré où si ça dérape, on peut vite être mis au banc de la société. Donc c'est vrai que ça aussi, l'auteur n'oublie pas de le mentionner. J'ai un exemple concret, hein. On a une histoire qui est sortie en 1961 qui s'appelle Les jeunes du SS Goéland. Alors, ne me demandez pas, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais où on pousse le spectateur, justement, c'est un film, on pousse le spectateur à prendre parti pour un jeune héros. Et le jeune héros en question, il passe outre les règles qui sont mises en place pour le bien de la collectivité. Donc, vous voyez, dans ce film, par exemple, qui sort dans les années 60, on a cette idée de mise en lumière de quelqu'un qui passe outre les règles mises en place par le régime, mais pour le bien de la collectivité, pour le bien de tous. Donc on a cette idée de transgression des règles établies par le régime, et ça, sous l'URSS, mais c'est complètement impensable. Jamais sous Staline, on aurait eu une histoire qui disait en gros, quelles que soient les lois que j'ai mises en place, si c'est pour le bien de la communauté, passe outre. Ça n'existe pas sous le stalinisme, sous l'URSS. Ensuite, là où les récits soviétiques vantaient plutôt l'austérité et la dureté du travail pour mettre en valeur un homme nouveau, on avait souvent cette référence à l'homme nouveau, les Coréens ils prennent plutôt plaisir aux travaux les plus durs, c'est pas du tout le même rapport au travail qui est mis en avant dans les deux régimes. Après, voilà, il y a des petites divergences aussi au niveau de... Voilà, c'est toujours des attraits culturels. On valorise beaucoup la vie à la campagne en tant que réceptacle de la pureté raciale en Corée du Nord, alors qu'en URSS, la campagne, c'est plutôt le lieu de l'ignorance, le lieu de la réaction populaire, quelque chose qui fait peur, quelque chose où le peuple peut se révolter. Donc on ne met pas du tout en avant ce côté-là de la culture. Idem, voilà, les cultes chinois et soviétiques, en tout cas pendant les régimes communistes, ils mettaient beaucoup en lumière la maîtrise absolue d'une forme de matérialisme dialectique des dirigeants. On les mettait un peu sur un piédestal justement par rapport à ça, alors qu'en République populaire démocratique de Corée, en Corée du Nord, Kim, il incarne avant tout et surtout les vertus ethniques des Coréens. Kim, c'est avant tout le Coréen pur. Le Coréen, si tu veux, c'est l'essence de la coréanité. Les Kim, c'est ça qui représente en premier. Alors qu'en URSS, c'est pas du tout ça à quoi les dirigeants font référence, et on veut pas du tout mettre cet aspect-là en avant. Donc voilà, en gros, Nicolas, j'espère que je t'ai convaincu. La Corée du Nord a plusieurs aspects, en tout cas, qui diffèrent du communisme ou du confucianisme. Notamment, voilà, j'en ai d'autres, hein. Il ne s'agit pas d'un État marxiste-léniniste voué à l'amélioration des conditions de vie matérielles, hein, on est d'accord, mais plutôt d'un État nationaliste dont la fonction principale du dirigeant est d'incarner les vertus coréennes. Voilà, vous voyez cette divergence, elle est claire et nette. Il y a vraiment une divergence d'idéologie, de but, les objectifs ne sont pas les mêmes. Et le régime, voilà, de l'essence même du régime raciste est complètement inconciliable avec Marx et Lénine. Ça, pour moi, c'est la grosse différence qui fait que beaucoup d'observateurs, ou en tout cas de gens extérieurs à tout ça, se trompent lourdement sur le régime. C'est qu'on omet trop facilement le caractère fasciste et raciste du régime, qui n'était pas du tout présent en URSS, ni sous Marx, ni sous Lénine, ni sous quel dirigeant que ce soit, et encore moins Gorbatchev et Khrouchtchev. Voilà, c'était principalement les grosses différences que je voulais mettre en avant et qui me tenaient à cœur pour éclairer certains esprits et pouvoir partager un peu ce que j'avais appris dans cet ouvrage. Merci beaucoup Raphaël pour cette chronique fort intéressante, et j'espère qu'elle aura passionné Marc et Hugo, avec qui nous allons bien sûr revenir sur la chronique s'ils ont des questions ou des compléments à apporter. Oui, je veux préciser un petit truc quand même, parce que je parle de fascisme japonais. Oui. Pour ceux qui connaissent un petit peu le fascisme japonais, il était très expansionniste, hein, il se projetait au-delà des frontières. Il a été très colonisateur, notamment à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En Corée du Nord, il n'y a jamais de référence à ça. En Corée du Nord, on ne parle pas du tout d'envahir quelconque territoire ou d'autres races, entre guillemets, non coréennes. En Corée du Nord, on veut rester chez nous. C'est tout ce qu'on veut. Les Coréens sont supérieurs, du coup, il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Mais il n'y a pas du tout cet aspect colonialiste, expansionniste. Ça n'existe pas non plus en Corée du Nord.
Arnaud Volerin, journaliste chez Libération, publié le 25 juin 2011, La Corée du Nord démystifiée à propos de cet ouvrage donc de Myers, Brian Reynolds Myers, un ouvrage donc qui a l'air effectivement de t'avoir intéressé et qui a l'air effectivement fortement documenté. En tout cas, c'est ce que relevait Libération. Est-ce que c'est ce que l'on peut L'avantage, entendre c'est en qu'il t'écoutant lit le nord-coréen. Donc, tu vois, déjà, toute cette histoire de mythe, clairement, elle n'est pas accessible à tous. Et puis, en plus de ça, il fait l'effort d'essayer de sortir des paradigmes un peu constants qu'on retrouve avec la Corée du Nord. Je vais demander une réaction évidemment de nos deux autres participants à l'émission de ce soir. Je sais pas, Hugo, pour commencer, sur la chronique de Raphaël, nous t'écoutons. J'étais tout à fait intéressé. C'est vrai que, un peu comme toi, Nico, et un peu comme beaucoup de personnes, je suis massivement dans l'ignorance. Mais ils le cherchent aussi, les Nord-Coréens. Donc, je m'en veux pas trop. Mais oui, en effet, je ne connaissais pas grand-chose. Comme l'a dit Raphaël avec modestie, ça reste limité. On ne va pas savoir tout sur un pays avec un livre. Et encore moins avec une chronique sur un livre. Mais c'est déjà très intéressant de voir que ce qu'on pensait savoir, en fait, c'est pas la réalité. Et cette distinction qu'il fait entre communisme supposé ou ce qu'on pense habituellement être du communisme et qui est en fait tout le contraire, à savoir du nationalisme xénophobe, non expansionniste, qui plus est. Donc on est bien loin du communisme internationaliste qui est tout à l'opposé. Concernant ce qui me rassure entre guillemets, c'est que même si on se trompe pas sur le jugement qui est que ce n'est pas un régime où il fait bon vivre. Apparemment, ça a beau ne pas être du communisme, ça reste un régime assez épouvantable. Il l'a rappelé notamment avec les événements de famine à la fin, dans les années 90, si je me souviens bien, où là, il citait 1 million de morts. Donc, si c'est à relativiser avec les 20 millions à peu près, 23 millions d'habitants aujourd'hui, dans les années 90, on devait être autour de 18-20 millions. Ça fait déjà proportionnellement et en chiffre absolu, ça reste énorme. J'avais pas de questions, mis à part ça. Eh bien, merci pour cette réaction. Nous allons maintenant demander celle de Marc, qui sur les... Alors effectivement, je me souviens, je profite pour faire une aparté, d'Hugo qui nous avait fait remarquer en fin de saison dernière que nous ne parlions très peu de l'Asie, et c'est vrai qu'on peut se réjouir d'en avoir parlé ce soir grâce à cet ouvrage de l'Asie. On s'intéresse beaucoup aux questions africaines et européennes, puisqu'on y vit bien sûr, parfois à l'Amérique également à travers certains sujets, mais effectivement on traite relativement peu finalement du continent asiatique, et c'est ce qui a été fait ce soir, donc peut-être que Marc a 2-3 choses à rajouter ou à commenter. Oui, écoute, moi, Monsieur Raphaël, je ne connaissais absolument rien, donc déjà j'en apprends un peu plus. Après, déjà on peut remercier Raphaël. Oui, voilà, on le remercie. Et alors moi j'ai plusieurs remarques. La première c'est, je me demandais... bizarrement, je me demandais quel était l'intérêt de différencier, même si évidemment c'est toujours intéressant de différencier, et même moi je le fais pour l'Afrique, mais quel est l'intérêt de différencier dans le sens où on sait que c'est quand même, au départ c'est quand même un régime autoritaire, et j'ai pas beaucoup entendu parler des pratiques autoritaires, enfin peut-être que je l'ai pas lu du tout. J'aurais bien aimé avoir une partie, certes, sur que ça soit changeant, d'accord, mais est-ce que, in fine, dans les pratiques autoritaires, ça change? On peut toujours avoir une base qui différencie. Dans l'Afrique, c'était le socialisme ou le marxisme-léninisme, et puis au final, on se rendait compte qu'il y avait des influences, avant les indépendances un petit peu fascistes, et dans l'autre, après, plutôt socialiste. Déjà, oui, j'ai une première réponse à t'apporter, c'est-à-dire que là, on a un fonctionnement autoritaire qui est dynastique. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouvait absolument pas dans l'URSS communiste de Staline ou de Lénine. Cet aspect, c'est ce que je répétais, mais cet aspect de la race lié au sang, on a quelque chose de sanguin, un peu comme dans le nazisme, cette référence au sang pur n'existe pas dans l'URSS. Donc cette dynastie, si tu veux, c'est quelque chose qui diffère. Après, actuellement, là, on a Kim Jong-un qui n'a pas, clairement pas, en tout cas l'aura de ses prédécesseurs, qui est en surpoids, qui a du diabète, qui a été absent là pendant un mois, on le revoit avec une canne, à la fois malade, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui dirige le régime ou si derrière lui il y a des conseillers qui ont la main mise. C'est quelque chose d'assez obscur en ce moment, on se pose pas mal de questions par rapport à ça. C'est pour ça, mais déjà moi rien que l'aspect dynastique me fait dire que
c'est clairement pas compatible avec un communisme au sens auquel on l'entend, quoi, et au sens bien auquel sûr. on le définit. Non, mais ça, bien sûr, sur l'idéologie, j'entends bien, mais moi, j'aurais aimé qu'il fasse, parce qu'apparemment, ça a l'air quand même assez riche, j'ai mis une comparaison entre les conséquences, d'une ou l'autre idéologie qui finit sur de l'autoritarisme, Tu vois, il comparé parle de fascisme. justement. Oui, voilà. Par exemple, et voilà, dans un régime communiste, les conséquences sur le peuple, c'était ça. Sur ce régime-là, certes, c'est pas comme ça, c'est plutôt que idéologiquement, c'est pas vraiment ce qu'on pensait avant, mais les conséquences, est-ce qu'elles sont identiques? J'aurais aimé ça, je dis pas que j'aurais aimé avoir un travail comme ça. Je pense que ça aurait été intéressant de voir dans les conséquences. Chantal Delsol disait souvent justement qu'on n'avait pas le droit de critiquer les goulags à l'époque de la guerre froide. On disait qu'il ne fallait pas en parler. Enfin, je sais pas si c'est vrai, j'y étais pas. Le principal problème là, c'est que tu me parles d'étudier les conséquences, ça sous-entend et ça suppose d'aller voir directement les concernés. Sauf que là, on peut pas aller voir les Nord-Coréens. Oui, non. On peut pas mener d'études. Mais lui, apparemment, il va. anthropologiques de Apparemment, terrain. il y va. Apparemment, tu disais tout à l'heure. Il y qu'il va, avait mais il quelqu'un peut qui pas, s'était fait enfermer. il peut pas se balader à Pyongyang, Bien sûr. comme à Rome ou comme à Paris, quoi. Non, mais c'est pas une critique, hein, c'est une Non, remarque. mais bien sûr, Après, mais t'as raison. j'aimerais bien, s'il peut le faire dans le futur, un livre Moi, qui continuerait ça en fait. Moi, Ça voilà, m'intéresserait. sur le plan des critiques, j'aurais aimé aussi qu'ils poussent un peu plus l'aspect économique, comment le régime Bien sûr. nord-coréen fonctionne économiquement, mais c'est pas vraiment son credo, c'est pas l'angle qu'il prend dès le départ, donc en même Bien temps, je sûr. m'attendais pas à ça. Et tu vois, dès le titre, il dit comment les Nord-Coréens se voient, c'est-à-dire que ça mise tout sur la culture nord-coréenne, la façon dont ils perçoivent le monde et leur régime. C'est surtout centré autour de ça, c'est-à-dire comprendre la mentalité nord-coréenne. Voilà, c'est ça, c'est le but de son ouvrage. Et après, une autre remarque, je te remercie déjà, Raphaël, mais une autre remarque tu as parlé beaucoup de nations, de cultes, de mythes aussi. J'ai l'impression que ça rejoint quelque chose. Je me souviens que j'ai pas la citation exacte en tête, hein, mais Weber disait plus ou moins que les nations, ça se basait sur un système de représentation qui était institué par une force entre guillemets reconnue comme légale. En gros, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que là, ça rejoint un petit peu cette construction-là. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de différencier justement les cultes, les mythes, etc. Alors, ce qui serait aussi intéressant, c'est de savoir si ces cultes ou ces mythes sont aujourd'hui, entre guillemets, valables. Il y a des histoires. Est-ce que c'est une forme de légende, enfin, au sens latin, qui veut dire qui mérite d'être lu, ou est-ce que ça s'est imprégné il y a toujours un peu de part de théologie là-dedans, mais il y a énormément de mensonges aussi. En tout cas, on a beaucoup lissé l'histoire. Kim Il-sung, si on lit les textes nord-coréens, c'était quelqu'un de formidable, de très fort, qui a mené la guerre comme un champion, qui a permis à son pays de s'émanciper, alors que concrètement, militairement, il était assez nul, et intellectuellement, il était aussi très limité. Mais ça, tu peux pas le dire. Si tu veux créer un mythe national, tu vas pas dire que ton dirigeant, qui est censé être représentant de la coréanité pure et parfaite, soit intellectuellement limité. C'est pas concevable. Non, mais c'est vrai, oui, c'est. Mais ce qui est marrant, ce qui m'a un peu surpris, c'est que je comprenais dans le cas de je fais un détour là. Je comprenais dans le cas de la Côte d'Ivoire, dès les premiers jours de la du pluralisme, que les dirigeants aient institué le concept d'ivoirité pour faire éjecter Lassane Ouattara parce qu'il avait des origines burkinabées. Mais c'est vrai que je comprends un peu, moi, dans un système autoritaire, je le comprends un peu, mais je le comprends moins dans une logique où il n'y a pas vraiment d'opposition, où c'est une forme de dynastie. T'es dans une logique où tu y crois. Voilà, mais voilà, la logique est pas. C'est-à-dire que t'es persuadé que la coréanité est à un degré supérieur par rapport aux autres types de personnes qu'on peut avoir aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi dans l'ouest sud-coréen, qui est une région de base gauchiste plutôt, qui a des penchants comme ça, des gens qui se revendiquent plutôt sympathisants de Kim Il-sung. Et en Corée du Sud, il y a aussi pas mal de gens qui admirent de loin du coup, et qui admiraient plutôt Kim Il-sung. C'est-à-dire que cet aspect de coréanité, je vous dirais pas que ça fait l'unanimité en Corée du Sud, mais il y a aussi des gens qui y adhèrent, parce que finalement c'est le même peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Les deux pays sont officiellement en guerre depuis... la guerre n'est pas terminée, depuis 1953, mais il y a quand même ce sentiment d'être lié à l'autre. Alors forcément, maintenant, on a des pays avec la Corée du Nord qui est beaucoup plus pauvre, on a deux pays qui sont assez différents, mais on a toujours cet aspect de coréanité qui est omniprésent. Et ça, il faut le comprendre. Non, mais en tout cas, Pardon, je te laisse la parole, Hugo. Oui, Hugo qui voulait rajouter un mot, et puis nous passerons sans aucune transition au sujet suivant, si ce n'est l'éducation et le fait qu'effectivement on vient de parler d'idées, et voilà, ça peut être c'est la seule transition que je peux trouver entre les deux sujets de ce soir. Vas-y Hugo. Non, je voyais plus l'idée de coréanité comme le fait d'une fierté nationale qui ferait que, à un moment, Raphaël a évoqué le fait que une partie des émigrés revenaient finalement en Corée du Nord. Et donc, c'est peut-être
le fait, je ne sais pas s'il corroborera ce que je dis, mais le fait de cette fierté nationale finalement exacerbée, Voilà, c'est exacerbé. Hein. C'est clairement, c'est plus dans que le- ça, tu vois. dans le C'est- sens où on est les meilleurs, donc les gens n'ont aucune raison d'aller voir ailleurs, puisque la race est pure en Corée du Nord. Bah, de toute façon, dès que Donc, voilà, ça tourne autour de race, il y a forcément cet aspect de. En gros, t'es au centre du monde, quoi. Voilà. Et puis finalement, ce qui est Donc, intéressant, finalement, et, tu c'est- domines. et ça fait le lien avec un débat qu'on avait eu il y a un peu de temps avec Raphaël, avec d'autres amis. On s'était un petit peu, enfin pas, ouais, on s'était un petit peu tiré la bourre sur le fait de dire oui, est-ce que vous pensez que les Coréens manquent de liberté, etc. Est-ce qu'ils auront envie de vivre comme nous? Et puis d'autres disaient bah finalement oui, on attache tous à avoir de la liberté. Et les autres disaient bah écoute, on n'est pas dans leur culture, on ne sait pas comment ils ont vu, on ne sait pas quelle représentation ils ont. Et selon ce qu'aujourd'hui Raph a dit, je pense que, alors certes, c'est instrumentalisé, c'est historiquement construit politiquement par la dynastie des Kim, mais on se rend compte que même en se déplaçant ailleurs, dans des contrées plus libérales, on va dire, ils sont toujours attachés à leur culture. Donc, je sais pas si on peut. Bah, à tel point que l'auteur, justement, il a parlé à des réfugiés nord-coréens qui ont fui le pays. Et il le dit lui-même, c'est-à-dire qu'en parlant avec eux de Kim Il-sung, il y en a qui en viennent à pleurer. C'est-à-dire qu'en pensant à Kim Il-sung, il y en a qui pleurent. Tellement l'émotion en eux est forte, tellement ça évoque Ouais. des images incroyables. Il y a une forme de, je pense, de culte de la personnalité allié à du sacré, à de la Voilà, c'est ça, sacralisation. on a quoi. une C'est, sacralisation qui est totale. Hein. sacralisation et culte. Alors, et puis après, voilà, ça rentre dans les consciences populaires et ça fait justement ces espèces de nations dont Weber disait que c'était le fruit des représentations et des mythes populaires nationaux. Donc ça, je trouve qu'il y a quand même une cohérence, quoi. Et pour conclure, juste peut-être la petite anecdote d'actualité, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, justement, il y a eu la libération d'un Américain touriste qui était allé en Corée du Nord en avril et qui avait été enfermé depuis ce mois d'avril, justement, pour avoir oublié une Bible dans un hôtel. Et justement, il a été accusé de prosélytisme, ce qui est en Corée du Nord très grave. Du coup, il a été enfermé dans un camp jusqu'à hier. Et on a appris sa libération un peu de manière surprenante parce que personne s'y attendait vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore 2 Américains qui sont enfermés dans des camps aux États-Unis, en Corée du Nord, dont un qui est dans un camp pour 15 ans. Alors, légalement, il en a pour 15 ans parce qu'il était accusé de mettre en danger les secrets du régime. On le prenait un peu pour un espion américain, donc il a pris 15 ans de camp de travail. Donc il y a quand même des cas qu'il ne faut pas oublier qui sont assez graves. Merci beaucoup, on en vient à la moitié de cette émission et nous allons passer à notre deuxième sujet du soir après ce coup de cœur, et on te remercie encore une fois Raphaël pour ce coup de cœur sur le livre de Brian Myers. On va passer aux questions d'éducation et d'enseignement supérieur. Alors voilà, ça fait maintenant 1 mois et demi qu'il y a eu la rentrée, nous en sommes d'ailleurs aux premières vacances de la Toussaint, cette semaine environ après la rentrée, et ça y est donc effectivement plusieurs débats ont été importants dans l'actualité, et notamment le fait que durant le mois de septembre, certaines classes se retrouvaient sans enseignants. Voilà. Alors excusez-moi, c'est Marc qui rampe. Alors voilà, il voulait être discret, mais pour le coup, il rampe en dessous le bureau, c'est assez intéressant. Bref, effectivement, vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité, messieurs, de ces enseignants recrutés sur le tard pour pouvoir dispenser des cours aux élèves, notamment dans certaines matières qui posent plus problème puisqu'il y a moins d'enseignants, et notamment les mathématiques, matière à la fois difficile pour les élèves, puisque ce n'est pas toujours évident. On connaît effectivement le syndrome des mathématiques, et à la fois difficile effectivement pour le recrutement, puisque justement, comme il y a peu d'élèves qui y sont intéressés, finalement, il y a peu de vocation derrière pour assumer le rôle d'enseignant, et effectivement pouvoir donner à chaque classe, que ce soit en collège ou en lycée, ses places. Je rappelle également qu'il est difficile aujourd'hui de recruter des professeurs des écoles, ceux qui enseignent soit en maternelle, soit en école primaire, des concours qui s'ouvrent à de plus en plus finalement d'étudiants, à de plus en plus de futurs enseignants, et donc effectivement la problématique, c'est plus on ouvre les concours, plus le niveau de qualité de l'enseignement risque éventuellement, c'est un postulat, de baisser, de la même chose. Alors rappelons qu'aujourd'hui pour être enseignant il faut théoriquement un bac plus 5, c'est-à-dire l'équivalent du niveau du master. Rappelons effectivement qu'il y a un master enseignement. Depuis la réforme des IUFM, donc des instituts de formation des maîtres, il y a donc ce fameux parcours, un parcours
plus adapté peut-être pourrait-on dire, où effectivement l'enseignant est d'abord stagiaire et donc il a en charge des classes en remplacement par exemple des directeurs d'école plusieurs fois par semaine et en même temps il poursuit sa formation, donc ce qui permet effectivement un vrai cursus d'apprentissage quelque part. On a inventé l'apprentissage côté professeur, ce qui n'existait pas vraiment auparavant, où la formation était bien plus simple finalement et permettait, enfin, et donnait directement accès aux enseignants à des classes sans pour autant avoir eu tout le bagage nécessaire. Donc en parallèle de cette formation où il faut un bac+5 pour enseigner, il y a, et Hugo va nous en parler, effectivement un article qui est sorti. Alors c'est un article du Parisien, moi que j'ai sous les yeux, et je crois que tu avais le même. Je crois qu'il y a eu la même chose sur France 2, un reportage a été réalisé dans les mêmes conditions pour montrer que finalement, quand on est en pénurie d'enseignants, on oublie toute la formation, le bac+5, etc. et on passe à quelque chose de beaucoup plus rapide, des tests rapides passés par n'importe qui finalement, et puis on peut se faire recruter dans le cadre d'un établissement. Hugo, si tu veux nous en dire 2 mots, puisque c'est toi qui avais relevé cet article, et peut-être aller davantage dans le détail. Oui, déjà présenter cet article, en donner son nom, même si on donnera le lien évidemment via la page de l'émission. L'article s'intitule Éducation 90 minutes pour devenir prof. Donc là, c'est assez éloquent pour dire, comme tu l'as un peu évoqué déjà dans ton préambule, comment il est aujourd'hui très facile et comment ça va très rapidement pour devenir prof, parce qu'il y a une urgence, il y a une espèce de situation qui fait que de moins en moins de personnes sont candidats, alors que, au contraire, l'éducation nationale demande à de plus en plus, ouvre des postes. Donc on a une situation où il y a des fois un déficit, soit de personnes, soit du moins de talents. Donc on a un appel à des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Et ce que montre cet article, c'est simplement le cas d'un journaliste, le journaliste qui écrit cet article, et qui nous dit, voilà, comment j'ai essayé d'être moi aussi prof. Donc on le suit entre juin et septembre, donc septembre, la rentrée, dans son parcours pour devenir enseignant du secondaire. Donc il s'agit d'un journaliste du Parisien qui n'a pas de bagage particulier pour devenir prof. Voilà, pas tout à fait. Il n'a pas passé son concours, comme tu l'as dit, CAPES ou agrégation. Je ne sais plus quels sont ses diplômes, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas, mais il n'est pas diplômé d'un UFM ou aujourd'hui d'un master enseignement. Oui, de l'ESIP, en fait, l'école supérieure, je ne sais plus quoi, pour le professorat. Voilà, il n'est pas diplômé de ce genre de choses. Il doit avoir un parcours universitaire typique d'un journaliste, je suppose. Et donc, voilà, il se propose là où le déficit est le plus flagrant, c'est-à-dire pour être professeur de maths. Et il montre en fait qu'il est face à des... il côtoie finalement pendant ses concours, entre guillemets, ses tests, ce sont davantage des tests. L'ESP, pardon, j'ai dit ESIP, c'est l'ESP, École supérieure du professorat et de l'enseignement. Excusez-moi, parce que sinon on va... L'ESIP, c'est une école d'ingénieurs en fait. Oui, je te laisse poursuivre. Qui est ici à Marne-la-Vallée. Voilà. Oui, donc je disais, pendant ces tests, ce genre de concours, il côtoie des... apprentis professeurs comme lui qui sont dans une situation où ils ne sont pas forcément eux non plus qualifiés pour devenir prof, et donc face à un concours pour évaluer leur cas, c'est un peu la surprise pour eux de voir les critères d'évaluation, et finalement, alors que le journaliste pense avoir raté, il a finalement fin de l'histoire, une affectation pour devenir prof dans un collège pour 1 an en plus. Voilà, on lui dit pour toute cette année, on a quelque chose pour vous. Voilà, c'est vous dire que, bon, déontologiquement, il a quand même refusé le poste. De toute façon, il n'aurait pas pu effectivement réaliser sa mission d'enseignement étant journaliste au Parisien. Mais voilà. Si vous ne précisez pas, l'éducation nationale vous recrute quand même pour devenir prof, et vous recrute en plus, qui plus est, à la dernière minute, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de préparer quoi que ce soit. On vous dit, d'accord, ça serait bon pour vous pour du collège, voilà, vous n'avez pas le niveau lycée, donc ce sera plutôt du collège pour vous, mais vous vous retrouvez dans une situation pendant tout l'été où vous ne savez pas vraiment sur 4 classes laquelle vous sera donnée. Donc vous n'avez pas le temps de préparer, ou à moins de vraiment passer jour et nuit pour préparer 4 programmes, on ne sait jamais.
Et voilà. Et l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle vous donne seulement pour vous préparer? C'est un guide pédagogique de 3 pages, recto verso quand même, où j'ai pu feuilleter un peu. Il y a des fautes, c'est terrible. Faute d'orthographe, j'entends. Et voilà, ça vous dit, dans cette situation, il faut agir de cette manière avec l'élève. Voilà, ça vous dit en gros comment être prof en 3 pages et demie. Bon, on voit que c'est assez léger tout de même et qu'on en revient toujours à la question de la formation. Mais comment convaincre des gens de devenir prof et surtout de prof de mathématiques où on le voit bien des carrières beaucoup plus prestigieuses entre guillemets ou du moins beaucoup mieux payées et c'est ça sur quoi il faut s'arrêter, sur quoi il faut appuyer. Ça n'intéresse personne d'avoir un bac plus 4 ou 5 dans le domaine des mathématiques et de toucher 1300 euros, 1350 euros. Et en plus, pour faire un métier pas facile, dans le sens où quand vous êtes face à des collégiens, des lycéens en début de carrière, vous n'êtes pas forcément dans les établissements où il y a les meilleurs résultats et les profils les plus favorables pour une entrée dans la vie professionnelle. Et parallèlement à ça, si je peux ajouter juste quelque chose, on voit quand même que la France est assez bonne dans le domaine des mathématiques. Il y a de ça, c'était il y a 2 mois, on a eu la médaille Fields, donc c'est le prix Nobel de mathématiques qui a été remis à un franco-brésilien. Et si on regarde le palmarès de cette récompense, on voit qu'il y a un certain nombre de Français. Donc c'est une médaille qui récompense aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tombe tous les 4 ans et donc il y a 4 lauréats tous les 4 ans. Et donc cette fois, on a eu un Français. La fois dernière, il y en avait 2. La fois d'avant, il y en avait 1, etc., etc. Donc on revient assez souvent. Donc il faut aussi essayer de trouver, je ne sais pas quelle est la formule magique, mais être un moment rationnel dans le sens où si tu ne récompenses pas les gens de la bonne manière, forcément qu'ils préféreront être chercheurs en mathématiques où il y a tellement de choses liées aux mathématiques et aussi à l'informatique. Hein. Il faut se rappeler que c'est lié. Voilà, c'est lié notamment dans le milieu universitaire, que être professeur de collège en mathématiques, ça ne vend pas du rêve. Alors, effectivement, donc ce que tu viens de nous dire va nous permettre également plus tard dans l'émission de revenir sur l'enseignement supérieur, où tu viens de dire qu'effectivement les mathématiques et l'informatique étaient ensemble, et parfois ça peut aussi faire des barrages dans certains secteurs. Je voudrais juste recontextualiser un point avant de donner la parole à Raphaël qui l'a demandé, puis à Marc s'il le souhaite. Revenir effectivement sur le contexte. Rappelons-nous quand même de 2007 à 2012, le gel des postes dans l'éducation nationale, enfin je dis le gel, effectivement l'idée du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui concernait également plus ou moins l'éducation nationale, et donc le fait qu'on a ouvert des classes de plus en plus grandes et donc avec de moins en moins de postes, et donc François Hollande arrive là-dessus avec une promesse de 60 000 postes durant son quinquennat ouverts dans l'éducation nationale, et donc forcément derrière c'est toute l'administration qui doit assumer cette décision, qu'elle soit appliquée ou non, hein, qu'elle s'applique aux enseignants ou à d'autres domaines, ça voilà, on va pas, enfin moi je ne le jugerai pas ce soir en tout cas, mais voilà, l'idée d'ouvrir des postes, et finalement donc on se rend compte que forcément si vous ouvrez des postes aujourd'hui, il faut qu'il y ait par derrière un recrutement qui soit effectué dans cette histoire. On voit ici, d'après tes propos et ceux que j'ai dit tout à l'heure, une dichotomie énorme entre le fait de passer un concours, je le rappelle, hein, au bout d'un bac plus 5, c'est-à-dire qu'on fait 5 ans d'études, alors dans le domaine de l'enseignement ou dans des domaines périphériques qui donnent accès à l'enseignement, 5 ans. 4. 4 et la 5e est faite Oui. en même temps. Enfin, tu travailles et en même temps tu retournes à la fac, mais le concours Oui. est déjà passé au bout de la 5e. Normalement. Si. Dans les bons cas. Oui, mais tout à fait. Pardon, oui, donc 4 T'as un ans bac à concours, plus mais je voulais 5, dire c'est voilà. un bagage de 5 ans, T'as un excusez-moi. bac plus 5, Oui, mais le effectivement. concours est passé à bac Donc plus 4. vous avez 4 ans effectivement d'études pour arriver ensuite au concours. Et quand on voit, donc la dichotomie se situe donc entre ce niveau-là et le deuxième point qui est qu'aujourd'hui avec une licence, vous êtes en bac plus 2, vous êtes toujours dans votre cursus, vous pouvez avoir accès aux emplois d'avenir professeurs, 6 ou 9 heures de cours dans un établissement scolaire, voilà, où vous avez juste pendant 2 ans fait des exposés devant vos camarades d'université, et là vous devez assumer le fait d'avoir
3-4 ans, peut-être parfois un peu plus en collège, de différence avec les élèves que vous avez devant vous. Et là, je peux vous dire, ça doit faire mal. Bah. En rajoutant, c'est la dernière donnée, excuse-moi Raphaël, et je te donne la parole juste après, que pour l'avoir vu, effectivement, quand vous débutez et que vous voulez être un bon enseignant et donc que ça vous tient à cœur de préparer vos cours, et là je ne parle pas que pour les mathématiques, parce que finalement c'est peut-être là où ça devient le plus simple, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, mais dans des disciplines plus littéraires, il y a un véritable travail à faire, et quand vous avez une, deux, trois, enfin pas une, mais 2 ou 3 classes, déjà ça commence à être énorme, et pour peu qu'il y ait un niveau de différence, c'est un travail énorme et il ne faut surtout pas le sous-estimer, malgré tout ce qu'on entend dans les médias par exemple. Vas-y Raphaël. Ouais, non, sur cette question des emplois d'avenir qui sont offerts aux élèves de Bac+2, tu peux voir ça comme ça, mais tu peux voir ça aussi sous l'angle où tu leur offres la possibilité justement de se préparer pour après le concours, de ne pas arriver le jour J face à leur classe après avoir passé le concours sans aucune expérience, c'est-à-dire que là ils arriveront à Bac+4 ou Bac+5 face à des élèves en ayant déjà une expérience face à une classe, en ayant déjà un bagage professionnel. Donc, tu as 2 façons de voir les choses, c'est vrai. Toi, tu préfères voir l'aspect, c'est difficile parce qu'ils sont en Bac+2, il y a une différence d'âge. Mais pour celui qui est en Bac+2 et qui donne des cours au collège, je veux dire, qui donne des cours à des 6e, la différence d'âge, elle est quand même importante. Oui, Ouais. mais il sera peut-être moins armé d'ailleurs pour voir des élèves de 6e que des élèves de lycée qui sont plus matures parfois. Mais si je peux me permettre de compléter, attention, moi je mettais le point sur la nuance, enfin la différence entre les deux systèmes. Alors dans ce cas-là, pourquoi doit-on avoir un Bac+5 pour enseigner? D'ailleurs, voilà, on voit ce que le Bac+5 et le concours procurent aujourd'hui, c'est tout simplement la pérennité de l'emploi. C'est le fait que vous n'êtes pas à chaque été en train de vous demander si vous allez avoir un poste à la rentrée. Rappelons que cette pratique fonctionne également pour les conseillers principaux d'éducation, les CPE, dans les établissements, qui peuvent être aussi contractuels. Quand on connaît la difficulté de ce métier en théorie, on se dit c'est un peu compliqué tout ça. Parce que finalement, voilà, on a une différence aujourd'hui entre des gens qui passent des concours, qui ont des années d'études là-dessus, qui ont un stage maintenant, c'est nouveau, et je pense de mon point de vue que c'est une très bonne chose. Mais effectivement, il y a une grosse différence entre ces personnes-là et puis celles qui... Alors, on prenait l'exemple des emplois d'avenir. Oui, effectivement, un étudiant aujourd'hui en Bac+2, donc au niveau licence, peut effectivement se retrouver face à une classe et très bien s'en sortir. Je ne le conteste pas, je l'ai vu et ça peut fonctionner. La différence se situe aussi sur tous ceux qui, bah voilà, comme ce journaliste, comme vous et moi demain, sans pour autant être dans le domaine. Je veux dire, il y a plein de... Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous travaillez dans un domaine de la géographie, dans le domaine des ressources humaines, vous pouvez apporter vos compétences en tant que prof de ressources humaines en bac STG au lycée, il n'y a pas de souci. Mais là, ce sont quand même des personnes qui n'ont pas, a priori, qui ne sont pas dans ce parcours-là. Et donc, sous prétexte qu'il de toute façon, va bien falloir mettre quelqu'un devant les élèves, et c'est là le problème, c'est qu'il faut bien mettre quelqu'un devant les élèves, et je ne sais pas quelle solution on peut apporter, eh bien, devant mettre quelqu'un devant les élèves, on va recruter finalement les meilleurs de ceux qui postulent finalement. C'est la réalité. Quand aujourd'hui vous ouvrez finalement une sorte de concours des places, pour l'avoir vu, effectivement, c'est difficile. Quand vous êtes chef d'établissement, vous n'avez pas de professeur à mettre devant les élèves. Au rectorat, on vous dit il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous faites? Mais déjà, pour moi, le principal problème est le fait que le métier de professeur n'est pas valorisé, en tout cas depuis ces dernières années, c'est avant tout le salaire. Je dirais qu'un salaire aussi bas, tu pousses pas les gens à te tourner vers ce genre de métier. C'est-à-dire que même celui qui est très doué en histoire ou en mathématiques, je peux te dire qu'avec un Bac+5, il n'ira pas se tourner vers le métier de professeur, parce que gagner 1 400 € après avoir fait 5 ans d'études post-bac, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est notamment ça qui fait le faible nombre de candidats, en tout cas qui, je crois, qui se réduit d'année en année. C'est qu'on n'attire pas les gens vers ce métier avec un salaire comme ça. Tu finis à Bac+5, tu sors de l'université, tu gagnes 1 400 €. Pour moi, il y a un gros problème là. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera très doué en histoire, désolé, peut-être, je pense pas que je vous l'apprenne, mais il ira à l'ENS. Quelqu'un qui est très doué en maths, il ira ailleurs. Quelqu'un qui est très doué en langue vivante, il ira ailleurs aussi. Il va pas passer le CAPES pour gagner 1 400 € s'il a d'autres opportunités. Tu vois, les meilleurs profs d'histoire, je vais prendre mon cas, les meilleurs profs d'histoire que j'ai eu dans ma vie, ils étaient à l'université, ils venaient de l'ENS. C'était les plus doués. Au lycée, j'avais pas l'impression de faire face à des cadors. Il y a toujours, de toute façon, ce problème du salaire qui fait que tu ne rends pas le métier attractif et que, avec un salaire aussi bas, tu pousses tes meilleurs étudiants, en tout cas, à se tourner vers d'autres voies. Alors ensuite, je voulais ajouter un petit truc. Pour appuyer tes propos, tu parlais de
de gel des postes justement sous la période Nicolas Sarkozy. J'ai des chiffres pour appuyer ces propos. En 2009 notamment, pour le concours, c'est le concours de professorat des écoles, donc le concours pour être prof des écoles. En 2009, le taux global d'admission, si on prend en compte que les présents, c'est-à-dire ceux qui se pointent le jour J au concours, aux écrits, il est de 15,71% dans l'ensemble du pays. En 2014, ce taux est de 30,8%, c'est-à-dire qu'on a doublé les chiffres. Donc déjà, c'est quand même assez significatif. Ça veut dire que si on vulgarise un peu, tu as quand même énormément de gens pas pris en 2009 qui pourraient être pris en 2014 parce qu'on en prenait moins, parce qu'on en prenait plus en 2014. Ensuite, si on centre sur l'Académie de Créteil, c'est encore plus, j'allais dire dramatique, parce que moi, c'est la manière dont je le vois, mais l'écart est encore plus flagrant. En 2009, dans l'Académie de Créteil, on a 21,5% des inscrits qui sont pris au concours de professeur des écoles. Donc 21,5%. En 2014, dans l'Académie de Créteil, c'est 69%. Donc là, c'est plus du triple. C'est-à-dire que dans l'Académie de Créteil, à l'heure actuelle, en 2014, on a seulement 30% de tous ceux qui se sont présentés au concours le jour J, donc aux écrits, qui ont été pris. Et après, sur les 1180 admissibles aux oraux, je crois qu'il y a eu 1110 postes d'offerts à ces étudiants. C'est-à-dire que, de toute façon, cette année, en 2014, une fois que l'étudiant en question était pris aux oraux, il était quasiment sûr d'être pris au concours. Et là, pour moi, c'est un problème certain. J'ai vu des étudiants qui étaient avec moi en licence, qui avaient quand même assez peiné. Et ben, je les ai vus avoir leur concours assez facilement. Je ne connais personne dans mon entourage qui a loupé le concours. Et moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me suis quand même dit qu'il y avait un petit problème, et surtout par rapport à l'écart entre la difficulté du concours du CAPES, qui paraît beaucoup plus drastique, en tout cas au niveau de la sélection, et le concours du professeur des écoles. Alors rappelons effectivement, puisque tout à l'heure je me suis un petit peu emmêlé, enfin vous m'avez rappelé effectivement, donc on va rappeler pour nos auditeurs le fonctionnement. Aujourd'hui, donc vous avez une licence, vous pouvez accéder à ce master donc de l'école supérieure du professorat des écoles, notamment donc pour enseigner en maternelle et en élémentaire. Donc en première année, vous avez principalement des cours et également un stage à réaliser. Je crois que c'est 4 semaines qui se passent donc en milieu scolaire. Et puis à l'issue de cette année, vous passez le concours et vous pouvez enchaîner sur votre deuxième année de master, où là vous avez beaucoup moins de cours, vous avez quelques cours quand même, et vous remplacez à raison de 2 journées et demie par semaine, effectivement un directeur d'école par exemple qui est déchargé de sa classe pour assumer ses fonctions de directeur par exemple. Voilà. Donc en gros, et l'idée donc effectivement c'est de devenir titulaire effectivement à l'issue de son master. Donc vraiment, excusez-moi, je donne mon avis pour une fois, mais vraiment quelque chose qui a de la gueule. Quand on voit qu'on voulait tout supprimer, etc., finalement on a quelque chose quand même c'est quand même assez intéressant de voir que dans le domaine de l'éducation, on a finalement professionnalisé le système. Je sais pas, Hugo, c'est un accord ou un désaccord que tu manifestes? C'est la moitié des deux, dans le sens où c'est bien de professionnaliser la chose, évidemment, c'est magnifique. Je ne ferai que soutenir cette idée, voilà, cette pratique surtout. Mais ça en revient à ce que je disais la semaine dernière, ce qu'on dit assez souvent, c'est qu'il n'y a pas de politique globale. C'est-à-dire que on dit on va recruter des profs, mais dans le même temps, on ne valorise pas les postes en question. Donc oui, on veut recruter du monde, mais on n'a personne à recruter, on n'a personne de qualité. Et donc forcément, on baisse le niveau. Et voilà, comme tu dis, c'est assez dramatique, comme l'a dit Nico, on doit mettre quelqu'un face aux élèves, parce que ce qui est encore plus dramatique qu'un mauvais professeur, c'est pas de professeur. Oui. Je l'ai suffisamment vécu avec Marc quand on était en terminale, des profs qui s'absentent pour on ne sait quelle raison, qui disparaissent, et quand tu te retrouves au bac avec une moitié de programme, c'est un peu contraignant. Donc, forcément, quand tu as un professeur en face de toi, tu vas déjà avancer au moins. Mais c'est pas parfait. Oui, c'est dramatique de voir que on ouvre des postes, mais on fait que repousser le seuil minimum d'acceptation, de tolérance finalement. On dit la moyenne elle est plus de 10, elle est de 8, 6, 4. Et puis on ne règle absolument pas le problème. C'est ça aussi le truc à retenir, c'est qu'à long terme, on ne règle absolument pas le problème. Moi personnellement, autant ça ne m'enchante pas,
on va se projeter un peu dans l'avenir, mais autant ça ne m'enchanterait pas d'envoyer mon enfant dans une école où il n'y a pas de professeur, mais autant l'envoyer dans une école où je sais que les professeurs sont incompétents ou mal formés, bah, ça me ravit pas non plus, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'on repousse Faut le l'envoyer problème. dans une école privée direct. Allez, vas-y. Alors justement, On a j'allais tenu- vous dire, je pense que ça ne résout rien. Justement, j'allais devancer ta remarque en disant que Non mais je rigole. dans le privé, bah, ils recrutent de la même manière, donc il y a pas Dans le de privé, raison. c'est pire. Oui, oui, dans non, le mais privé, bien sûr, c'est pire. évidemment. Faut le dire, Dans le privé, moi, je connais beaucoup plus de professeurs qui n'ont pas les diplômes bien sûr. et qui se maintiennent en poste parce qu'on est dans le privé, parce que voilà, il a eu le poste, il connaît un tel. Ça s'est fait les 2 premières années, c'est bien passé, du coup on le maintient et puis voilà. Mais c'est vrai que dans le privé, moi j'ai vu ce phénomène se décupler au fil des années. Marc souhaitait réagir également sur ce sujet, puis nous passerons à une autre facette de notre débat. Bon, j'ai été absent au début, mais pour des raisons personnelles. Mais après, j'ai lu ce que Hugo, le document sur lequel Hugo s'est appuyé. Alors, j'ai plusieurs plusieurs remarques à faire. La première chose, c'est que vous dites qu'il y a une baisse du niveau, etc. Je pense que si on cherche les causes, faut aussi, enfin, justement, tu disais qu'il n'y a pas de politique globale. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une politique globale qui fait qu'on dit faites des études, faites des études, faites des études. Du coup, je pense que plus on avance dans les échelles, plus on va haut dans les études, et moins on fait des formations. Et je pense que là, on est en manque de formation. Je sais pas, je connais pas les chiffres. Manque de formation, tout ce qui est métier technique aussi. Je pense qu'il y a quand même un gros problème là-dessus. Après, je pense que tout ce qui est concentration, justement, il y a du coup plus d'études, donc forcément une concentration d'élèves, des classes de plus en plus grandes. Après, on fait pas de concours d'entrée à l'université, donc, enfin ça, c'est ces grandes luttes de l'UNEF des années 80-90, quand Chirac voulait mettre des quotas d'entrée à l'université, bah, l'UNEF a dit bah non, on va pas le faire. Après, Très belle transition. ouais, Vas-y, Voilà. vas-y, continue. après, on en arrive justement à des concours qui font que les profs, en voyant que ça se dégrade, vont plus justement soit vers des doctorats, des agrégations, vers des grandes écoles, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes, d'étudiants qui dans une seule classe. Donc voilà, les profs vont de plus en plus vers l'université, ce qui fait que avec ce changement, bon certes, c'est vraiment c'est une transition assez rapide. Je pense qu'il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer, mais on recrute des gens qui sont de moins en moins incompétents. Et je veux dire, les meilleurs maintenant, comme a dit Raph, ils vont vers l'ENS, ils vont vers les structures. Les sons, c'est simple. Les seuls joyaux qui sortent aujourd'hui niveau enseignement, mis à part quelques, voilà, c'est l'ENS. Il y a pas, il faut pas se demander. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a un doctorat, donc on se demande à quoi ça sert. Et je m'enfonce une épine dans le pied, je sais, mais c'est vrai, pour le coup, il faut remettre des sélections, et il faut surtout arrêter de dire qu'il faut faire des... Moi, j'ai toujours eu ça dans la tête, faire des études. C'est ton nouveau credo, ça, hein. T'arrêtes pas de le répéter. Je le répète, mais je pense que c'est vrai. Je veux dire, quand les métiers techniques aujourd'hui, c'est dévalorisé, quoi. Alors que à chaque, voilà, les métiers techniques. Et bon, je fais pas mon Zemmour en disant ça, mais la plupart, beaucoup de travaux manuels aujourd'hui, on vient chercher soit des personnes entre guillemets issus de l'immigration, ou soit des gens qui viennent de l'Europe de l'Est, qui viennent travailler. Moi, j'ai pu l'observer justement au sein de mon travail. Ils viennent tous de là. Aujourd'hui, il y a une dévalorisation de la part de la politique sur les métiers techniques. Et les seules voies qui sont possibles aujourd'hui pour gagner très vite bien sa vie, sur les métiers où on ne va plus, c'est-à-dire les métiers manuels, plomberie, électricité, ce truc-là. Là, vous faites un carton parce que personne n'est dedans en ce moment. Et tout le monde veut faire des études, et du coup, on en arrive à ce dont vous vous offusquez, c'est-à-dire n'importe quoi. Alors, le monde d'aujourd'hui, puisque tu nous fais une transition, et puis évidemment, Raphaël et Hugo vont revenir sur tes propos et sur ceux que je vais énoncer à l'instant. Le monde d'aujourd'hui titre « Le contrôle continu intégral a fait ses preuves ». Et effectivement, la question, c'est comment tout ce système donc de l'école, dès le plus jeune âge, jusqu'au bac plus 5, bac plus 9, bac plus 40 pour certains, effectivement, évolue. Et Marc soulignait effectivement le combat effectivement de l'UNEF, qui a été de ne pas opérer de sélection à l'université. On le sait aujourd'hui, une formation qui n'est pas particulièrement complète est ouverte à n'importe qui, hein. Il n'y a pas de sélection, alors qu'à l'inverse des filières plus courtes comme type BTS, DUT, etc. Ont une sélection. Eh bien effectivement, la sélection à l'université ne s'opère qu'à l'entrée du Master 2. Alors voilà, c'était un petit peu mon combat de début d'année, et certains titres l'ont refait, puisqu'à chaque rentrée, des étudiants restent sur le carreau. D'ailleurs, au même titre que de ne pas avoir son concours au bout de 4 ans pour ensuite devenir professeur. Voilà, vous passez 4 ans dans un système où les portes sont ouvertes, vous êtes dans un nouveau cursus, celui du master en l'occurrence, et à ce moment-là, eh bien, on vous dit non, nous on vous prend pas, allez voir chez le voisin, et puis le voisin il vous dit la même chose, parce que les filières sont plus ou moins pleines, parce qu'il y a plus ou moins de place, et voilà.
Donc effectivement, des étudiants qui restent sur le carreau au bout de 4 ans dans une filière où ils ont effectivement appris beaucoup de choses et après il faudrait se réorienter. Donc des parcours totalement complexifiés. On se rend compte d'ailleurs qu'aucun étudiant à la fin n'a le même parcours que son camarade d'à côté parce que tout le monde a des parcours différents. Dans le même temps, la ministre la secrétaire d'État Geneviève Furazo, qui je crois à l'époque où elle l'a publié, l'article du Monde sur le nombre de filières qui est énorme aujourd'hui, alors j'ai noté 5800 spécialités de master, et je ne parle pas de tous les équivalents des IEP ou des écoles d'ingénieurs, voilà, 1800 mentions, donc voilà, chaque université a ses mentions différentes, avec des intitulés plus longs que les autres, plus longs que les uns Qui que change les autres. tous les 5 ans. d'ailleurs. Alors par exemple, on va faire notre petit jeu. Moi, je suis en master urbanisme, aménagement, transport, spécialité ville, service, usage. Vous, les garçons, je sais que vous êtes dans le même type. Est-ce que vous avez des spécialités différentes? Master 2 géopolitique. Hugo, il y a Non, déjà, c'est master. Voilà, il faut Sciences donner humaines et l'intitulé. Non, pas en sociales. Master 2. Ouais, master 1, sciences humaines et sociales. Du coup, études européennes et internationales. Et sans spécialité. ouais. Voilà. Donc effectivement, des Quoique je devrais en avoir une, mais qui n'est que de Tu papier. l'as choisi, je crois, seulement après. Oui, voilà. Voilà, donc Géopolitique et études politiques, je crois. donc Non, études politiques, c'est recherche. chaque fac a donc effectivement des intitulés différents. On vient de le montrer. Voilà, donc effectivement une complexité de ce système qui, on vient de le dire, offre une sélection à l'entrée, enfin en plein milieu d'un cycle, Alors il paraîtrait effectivement pour les auditeurs qui nous écoutent que cela est plus ou moins légal et notamment ça tendrait vers l'illégalité, ce genre de sélection. Mais voilà, il se trouve qu'au moment où le système est passé en licence, master, doctorat, on a conservé l'ancienne disposition qui était qu'on sélectionnait à l'entrée du DESS en 5e année donc, et voilà, aujourd'hui il y a toujours cette sélection qui s'opère. Les présidents d'université sont contre, les étudiants sont plus ou moins divisés, on l'a dit, l'UNEF, les syndicats étudiants avaient proposé de laisser en l'état les choses, d'autres étudiants sont contre, les professeurs, etc., les directeurs de formation, donc un vrai débat là-dessus. Une université à deux vitesses finalement, avec ces évolutions, a priori effectivement on va élaguer l'offre de formation en proposant beaucoup moins de titres différents pour pouvoir enfin comparer les formations entre elles, parce que évidemment comparer les formations aujourd'hui d'une université sur l'autre ça devient impossible. Donc voilà, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est en élaguant et donc finalement en étant moins précis puisqu'il y aura moins d'objets, est-ce qu'on va pas aussi complexifier, on saura moins ce qu'il y a dans les formations? C'est aussi une question qui peut se poser. Alors moi, j'aimerais d'abord commencer par un chiffre que j'aimerais mettre en avant parce qu'il démontre tout ce problème de l'absence totale de sélection à l'université qui fait qu'on se retrouve juste après le bac en bac plus 1 avec des profils qui n'ont rien à faire à l'université, qui ne sont pas du tout adaptés à ce mode de fonctionnement. Moi-même, j'ai plein de connaissances et d'amis qui ont été à l'université tout en sachant que je savais déjà à l'avance que ça allait pas marcher, si tu veux, parce que c'est un fonctionnement quand même assez particulier, assez autonome, il faut savoir se gérer. Et du coup, comme c'est pas sélectif, on se retrouve avec plein de gens qui finissent là pour on ne sait quelle raison, parce qu'ils ne savent pas où aller, parce que voilà, ça occupe une année où on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, il y a des chiffres qui sont sortis. Et les chiffres, ils sont accablants. C'est-à-dire que 27,3% des étudiants qui sont entrés à l'université en 2008-2009, donc l'année scolaire 2008-2009, ont fini leur licence 3 ans après. Seulement 27,3%. C'est-à-dire que tout le reste n'a pas eu sa licence en 3 ans. C'est même pas un étudiant sur 3. Mais moi, je suis. Donc il faut rétablir les concours. En même temps, Alors, attends, je veux juste finir, voilà, avant de laisser la parole à Marc. Ouais. C'est-à-dire que en même temps, je suis consterné par ce chiffre. Parce que je l'ai trop vécu, j'ai vu trop de gens se perdre à l'université, perdre du temps surtout. Tu perds 2-3 ans à redoubler, à faire un truc qui te plaît pas. Tu sais pas pourquoi t'es là parce qu'on t'a dit, comme dit Marc, fais des études, fais quelque chose. T'es en sociologie, tu sais pas pourquoi, tu sais pas sur quoi ça va déboucher. D'où les Je pense parcours différents à la fin. Mais il a Les raison, parcours différents. Mais après, il y a l'autre penchant de mon cerveau, entre guillemets, qui me fait dire que moi, je m'épanouis seulement depuis que je suis en master. C'est-à-dire que depuis le master et la vraie centralisation sur ce qui me plaît, ce que j'aime, et les sujets en tout cas qui m'intéressent, c'est depuis cette entrée en Master 1 que je me suis vraiment épanoui dans les études. En licence, j'avais un petit peu commencé pour certains trucs, c'était un peu dispatché, mais c'était pas encore ça. Au lycée, ça l'était pas du tout. Tu vois, j'ai attendu le Master avant d'être vraiment bien dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je me mets à la place de certains étudiants qu'on aurait freiné juste après le bac pour l'entrée à l'université, et peut-être qu'ils auraient pas eu cette chance de découvrir leur passion en licence ou en Master, et donc on leur aurait fermé des portes, alors que peut-être qu'une fois leur voie trouvée, ils se seraient épanouis et ils auraient réussi dans leur domaine de prédilection.
Un vrai travail je- à faire. Je vais laisser Hugo. C'est Marc ou Hugo Oui, qui non, doit c'est moi parler qui C'est parle Marc. là. Euh, je vais laisser Marc répondre. Juste rajouter un petit mot. On l'a, je crois, déjà dit dans des émissions précédentes, et puis je vous invite évidemment à les réécouter. Un problème sur l'orientation, à savoir qu'aujourd'hui, le jeune est tellement encadré et peu encadré à la fois, c'est-à-dire encadré par des gens qui finalement ne s'intéressent pas suffisamment. Les conseillers d'orientation qui sont très peu présents sur les établissements, les professeurs de tout niveau qui ne connaissent pas forcément le niveau supérieur. Je pense aux professeurs des collèges qui connaissent pas bien le fonctionnement des établissements comme les lycées eux-mêmes qui ne connaissent pas exactement le fonctionnement de l'enseignement supérieur, et donc finalement un vrai problème d'orientation. Alors je ne parle pas des parents qui généralement n'y connaissent strictement rien, qui se perdent dans la forêt. On va continuer avec ces histoires de formation à multiples noms, mais dans la forêt des abréviations et même des noms sans qu'ils soient abrégés, d'ailleurs des fois c'est incompréhensible. Donc voilà, un véritable problème sur l'orientation, sur l'encadrement des jeunes aujourd'hui, de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire, de les informer sur ce qu'ils ont envie de faire, et voilà, donc je pense qu'effectivement il y a un véritable problème là-dessus. Marc souhaitait réagir Oui. Au propos de Raphaël. Je voyais tout de suite Hugo me pointer du doigt quand Raphaël a dit oui, ma passion est venue après. C'est vrai que je n'étais pas un élève brillantissime au Non, bac. ta professeure de philosophie me l'a rappelé Voilà. régulièrement ces Voilà. dernières années. Voyez. Donc certainement que s'il y avait eu des quotas, je serais pas passé, mais j'aurais fait certainement autre chose et ça m'aurait sûrement pas dérangé. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. En fait, si je dis qu'il faut mettre des quotas, c'est que Raph, tu dis que ta passion est venue après, mais tu avais quand même, je pense, ta tête raisonnait d'une certaine manière que tu pouvais faire ces études-là. Le problème, c'est que avec le fait que le bac aujourd'hui soit, quand on voit les résultats, on a vu que ça croît, c'était 80, je sais plus, il y avait des 89. 89%, c'est déjà Sachant qu'on parlait des mathématiques tout à l'heure, le bac de mathématiques a été noté sur 25 et la note qui était sur 25, Voilà. admettons vous aviez 13 sur 25, vous avez 13 sur 20 en fait. Donc voilà, il faudrait Dans certaines filières, faudrait pas que dans le bac sert vraiment limite, faudrait que le bac soit cette première, soit ce premier concours d'entrée, ce premier concours d'entrée à l'université, c'est-à-dire faire que les taux soient baissés. Mais je l'aurais peut-être pas eu, je reconnais, moi le premier, je dois le reconnaître. Je l'aurais certainement pas eu, j'aurais fait certainement autre chose. Mais au moins, si on arrive à mettre cette espèce d'écrémage déjà le bac, parce que là, le problème, c'est que comme les étudiants sont plus au niveau. Maintenant, combien de profs de fond, on a entendu des profs dire « Oh, dis donc, les étudiants sont nuls cette année, c'est pas possible. » Faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire qu'on a tendance maintenant à secondariser l'université. C'est-à-dire qu'au début, justement, c'est pas très passionnant, comme disait Raph. Il disait « Bah oui, c'est difficile, je m'intéresse un petit peu. » Si on avait d'emblée des profs qui avaient des élèves devant eux, qui savaient de quoi on parlait directement, qu'ils n'avaient pas à refaire toutes les bases, peut-être qu'on se ferait aussi un peu moins embêté. Mais alors évidemment, il faut encore aller plus loin, et là j'arrêterai là. Si on fait cette technique-là, il faut complètement changer les profs et changer Mais la là où tu as formation raison, des c'est que profs. le problème, il est déjà à la sélection Voilà. au niveau du bac. C'est-à-dire sélection au que niveau du le bac. bac, c'est le cœur du problème. Il y a C'est vrai. de plus en plus d'admis, ce qui fait que automatiquement, tu as de plus en plus de gens qui vont Bien à la sûr. fac par défaut. Et c'est là l'essence Voilà. du problème. C'est-à-dire que si tu veux réduire aussi les gens et les admissions à l'université, parce que c'est bien de mettre une sélection drastique, mais si tu mets une sélection alors que 90% de tes étudiants ont eu le bac l'année précédente, on frôle le ridicule. Oui, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, excuse-moi, mais je terminerai là-dessus, c'est te dire, alors certes, oui, alors c'était l'UNEF qui disait ça, il faut pas de concours, faut que tout le monde ait l'égalité des chances, il faut que tout le monde puisse aller là. Mais le problème, c'est ceux qui méritaient vraiment et qui avaient vraiment une intelligence, ou même qui étaient vraiment des bosseurs et qui ont écrit des super trucs. Plus vous avez de doctorants, plus vous avez de docteurs ou même de M2 qui sont de masters qui sont validés. Si tout le monde a un M2, ça sert à quoi? Ça se trouve, le prof, oui, j'ai eu tel diplôme, après il va peut-être regarder histoire de mentions et les mentions, etc. Mais ça dévalorise ceux qui méritent vraiment d'avoir ce diplôme-là. Du coup, maintenant, les Et gens ont je ne les citerai masters. pas d'exemple, mais je pense que tu m'as compris. Bref, non mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est dégueulasse pour ceux qui méritent vraiment d'y être, et au même titre que d'autres. C'est même d'autres corps de métier. Et donc, je sais que ça va faire du mal à changer les mœurs, mais il faut changer en préalable le bac, si on change le bac, les profs. Et après, du coup, peut-être faire aussi des concours d'entrée aux universités. Je pense que ce serait quand même quelque chose de plus juste. Ou en tout cas, justement. effectivement, sélectionner à l'entrée des cycles et pas au milieu comme ça se fait actuellement en master. Ouais, on Hugo. reviendra là-dessus juste après, mais pour revenir Ouais. sur le bac déjà, Marc disait oui, si les exigences avaient été plus hautes, je l'aurais peut-être pas eu. Mais c'est aussi oui, mais ça je le change reconnais, les. hein. Non, justement, moi je pense que ça change les mœurs. Les gens aujourd'hui, quel est l'état d'esprit à 6 mois du bac? C'est tout le monde là, donc pourquoi j'irai travailler?
Bah pourquoi je vais bachoter 90% des étudiants l'ont, il n'y a pas de raison Voilà, que je me bah, tue au travail. Quoi. Je vais pas me tuer à la tâche. Que si tu dis, bah, il y a une sélection, il y a 60% des gens qui l'ont, bah, à un moment, forcément, peut-être qu'à terme, sûrement qu'à terme, ça va rehausser le niveau. Et on va Le avoir. problème, c'est que si tu dis 60%, tu te retrouves avec 40% des étudiants sur le carreau. Faire redoubler des étudiants, ça coûte cher. Non, mais. Tu peux pas tu vois juste. ce que Non, mais je- il faut Tu changer. vois ce Il que je faut veux faire. dire, tu vois ce que je veux dire. On va aller- Faut peut-être C'est-à-dire pas envoyer changer- autant de monde sur le bac. changer les On va la faire à exigences. l'allemande. Déjà, commencer par noter sur 20 sur 20, c'est peut-être la base. Avoir une notation rationnelle. Alors moi je partage pas cet avis, c'est-à-dire que pour moi la notation sur 20 est une échelle beaucoup trop grande. Non, mais. Par exemple, toi, non tu mais dis enfin, entre 25 sur parenthèses. 20, ben à un moment, il faut Oui, non, arrêter mais de. Je voulais juste Je apporter vois- cet élément en disant que pour moi noter 20 sur 20 Tu c'est préfères juste... quoi, le système à l'américaine avec des lettres? Non, pas forcément des lettres, parce que la lettre, tu peux pas faire une moyenne, mais avec une échelle de notation beaucoup plus basse, sur 5 ou sur 5 par exemple, où on dit, bah voilà, l'élève se situe... On Ça m'a change déjà pas fait quoi. on m'a déjà tenu le discours que, bah oui, de toute façon, forcément, quelque chose sur 5, on peut le retransférer sur 20 et Oui, c'est vice-versa. pas la même chose, Mais je ouais. trouve que les Non. différences de notation seraient peut-être moins importantes et on pourrait attribuer une espèce d'appréciation à la note. Ouais, ça- Bien, très tu bien, peux moyen, donner des etc. lettres après, mais- Ce qui est beaucoup plus difficile sur un système sur 20. Généralement, faut- t'as 12, faut le- 14 et 16. Généralement, c'est les trois piliers. Eh Assez ben oui. bien et très bien. Voilà. Donc, J'ai peur de considérer que c'est pas le cœur vraiment du Oui, oui, problème oui. de l'école actuellement. mais Ouais, ça, non, oui, moi, ça- ce que Chacun son idée. Oui, que bah j'évoquais- voilà, non mais c'est pour ce que ça. j'évoquais par il y en a notation, qui c'est important. c'est surtout le fait de noter sur 20 sur 20 et pas sur 25. T'as 5 points de bonus, bah, mon vieux, t'as intérêt de réussir la matière, hein, t'as intérêt de valider. T'as 5 points de marge. À un moment, Et faut puis- arrêter de déconner. Et en plus de ça, l'examen a l'air d'être plus simple que les années précédentes. Donc il y a tout ça à revoir. Et puis aussi, j'aimerais dire autre chose, c'est que le problème, pour faire entre guillemets, on changera jamais les choses, hein, mais si On a on le voulait droit d'avoir vraiment des faire... avis, hein. Oui, oui, non, mais justement, ce qu'il faudra aussi, c'est que maintenant, le problème, c'est que le bac sert pour tout. C'est-à-dire que c'est même plus un gage de certificat d'études supérieures, entre guillemets, pour aller vers les études supérieures, ça sert pour n'importe quoi, pour faire du commerce, pour être vendeuse, ça sert, c'est demandé, pour faire Travailler au commissariat, je crois. voilà. Enfin, il y a des trucs, je sais pas pourquoi, ça serait plus une formation. Pompiers, police, etc. Voilà, ça nécessite une formation avant d'avoir le bac. Je veux dire, c'est pas parce qu'on sait, on a une connaissance, histoire, etc. Il y a beaucoup. Moi, je trouve que ce qu'on perd aujourd'hui, c'est on a beaucoup de théorique et le pratique, on l'a pas. Alors, ils vont dire oui, il y a de l'alternance, c'est bien quand même, mais ça arrive assez tard quand même. La seule expérience en entreprise qu'on ait eue depuis, c'était genre troisième. Donc, vous voyez le foutage de gueule. Et c'est terrible parce qu'ils nous disent faites des études, puis d'à côté professionnalisez-vous. C'est les deux trucs qui viennent. Alors tu te dis, c'est pas possible de faire autant. Ce qui fait que maintenant, et comme beaucoup le disent, maintenant, on fait des doctorats professionnalisants. C'est-à-dire pour avoir un doctorat, c'est pas vraiment une thèse, mais ça te professionnalise. Alors ça peut peut-être plus professionnaliser qu'autre chose, mais c'est un peu n'importe quoi. Et puis voilà, le problème, c'est que de faire changer tout ça, ça nécessite un changement de comportement en société, de pas le demander pour n'importe quoi, changer les profs, et puis in fine, spécialiser, je pense, en aval. En aval ou en amont? Non, moi, c'est Avant, juste- je voulais dire. Aval, c'est ça? Ouais. En spécialisé en amont, pardon. Alors, spécialisé... En amont, oui. Moi, il est con, je me confonds toujours. Spécialisé avant, peut-être. Parce que, évidemment, si on les laisse arriver jusqu'à là et qu'on leur dit, bon, bah non, c'est fini, il faut que tu te réorientes. Peut-être prendre les élèves à partir de 15-16 ans, je sais pas. Et j'aurais été concerné, et j'ai pas honte de le dire. Mais, et de dire, bah finalement, voilà, t'as peut-être une passion qui viendra plus tard, mais bon, pour l'instant... Ah, mais on serait trompé sur ton cas, on t'aurait dit, se trouve, t'es pas fait pour ça, au final, Mais tu vas faire un peut-être- doctorat. Peut-être, mais si ça se trouve, mais j'ai pas le niveau des doctorats d'il y a 20 ans, 25 ans. Quand tu vois le niveau des thèses qui étaient faites avant, tu te dis, bah, mais moi le premier, on est très loin des thèses de l'époque. Et bah, après, bon, je vais pas faire réactionnaire ou quoi, mais Oui, même mais quand tu vois les thèses qui sont faites dans les années 70, vers les Africains au Rwanda ou quoi, il y a on peut en lire, le niveau est excellent, quoi. Maintenant, on dit des choses, on n'apporte pas grand-chose non plus de nouveau. Et je me décrédibilise aussi, attention. Hein. Mais en fait, on cherche quelque chose qui a déjà été trouvé, mais on le formule des fois différemment ou autre chose. C'est-à-dire que ça perd la notion de thèse aujourd'hui. Et je pense que les seules thèses qui sont aujourd'hui valables, c'est les thèses d'histoire. Quoique, j'ai l'impression que les thèses d'histoire deviennent de plus en plus de la sociologie.
genre les conditions de machin à telle époque, les conditions. En fait, on fait plus C'est les d'histoire sciences sociales, autant. tout s'entremêle. Hein. Ouais. Tu peux pas tout dissocier. Ouais, non mais, plus. ouais, mais du coup, à force de faire trop sciences sociales, on en perd justement ce qui fait les sciences sociales, c'est-à-dire histoire, géographie, etc. En histoire, avant, c'était les grandes périodes, je sais pas, le capitalisme de temps à temps. Maintenant, ça va être des trucs sur une infime partie, les conditions de la femme pendant la guerre d'Algérie, des trucs comme ça. Enfin, c'est intéressant, mais pour moi, c'est pas une thèse d'histoire. Bon, là déjà, on a touché un point avec lequel je suis complètement en désaccord avec Marc, c'est l'idée d'opérer la sélection plus tôt. Je sais que Marc est plutôt favorable au système allemand de collège différencié par rapport au niveau, collège plutôt professionnalisant, collège plutôt théorique, entre guillemets, pour les meilleurs qui vont aller vers les filières plus générales. Moi, je suis complètement opposé à ce système. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt, qu'on ne devrait pas orienter les étudiants dès la 6e vers des métiers professionnalisants parce que je suis persuadé que ça renforce les schémas sociaux. C'est-à-dire que si on est fils d'ouvrier, on aura beaucoup plus de chances dès la 6e d'être orienté vers une filière ouvrière. Donc, je suis vraiment pas favorable à ça. Ensuite, pour ce qui est de l'université, je rejoins forcément le constat. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, le niveau global a baissé. Je le vois notamment en Master 2. J'étais pas là il y a 20 ans, mais je le suppose. Et je vois d'ailleurs... je vois aussi les professeurs à qui on a affaire, des gens qui étaient à notre place il y a 30 ans et qui... Ils sont choqués. C'est vrai qui parfois regrettent un peu le chemin qu'a pris le milieu universitaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'on est en droit de regretter. En vrai, pour ce qui est des thèses, moi aussi, j'ai une vision complètement opposée à celle de Marx en ce qui concerne les sciences sociales. De Marx. De Marx. Le lapsus, peut-être. Ouais, je savais pas. Mais oui, j'ai une vision complètement opposée. C'est-à-dire que moi, je suis pour justement l'entremêlement des matières. Je me dis que l'historien ne devrait pas laisser l'économie à l'économiste, l'historien ne devrait pas laisser la géographie au géographe, et tout devrait justement en une sorte de fusion pour permettre d'avoir une vision assez différente et plurielle. Dans ce cas-là, on fait un doctorat de sciences sociales, on fait pas un doctorat d'histoire, de sociaux. Je vais vous poser une question, excusez-moi, mais tout à l'heure on sortait un chiffre qui effectivement au premier abord m'a choqué autant que toi, puisque j'ai lu l'article dont tu parlais. Le 27,3% des étudiants ont leur licence 3 ans après. Et là on se dit mais le niveau est pitoyable, les gens sont mal orientés, et voilà tout le déroulé de l'émission qu'on vient d'avoir. Mais finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Excusez-moi, mais le fait que on va dire 70% des gens qui arrivent se plantent. Finalement, ça va être un reflet de la vie qu'ils vont avoir derrière. On se plante forcément à un moment. Le fait que les gens soient... Est-ce que c'est un drame ? Est-ce qu'on n'opère pas la sélection à Bac plus 1 ? Est-ce que finalement, le fait de ne pas opérer de sélection, finalement une sélection bête et méchante comme il y a aujourd'hui dans certaines écoles où ça se fait sur un test, où ça se fait sur des trucs, je pense à Sciences Po, mais je pense également après comment ça se fait pour le Master 2, etc. Est-ce que finalement la sélection ne se fait pas naturellement ? L'écrémage se fait naturellement au sein de la licence. L'État perd de l'argent là-dedans. Oui, on perd de l'argent, mais on perd jamais. Finalement, les étudiants ont forcément vécu des choses pendant ces moments-là, et voilà. Non, mais on cherche des profs et on a des économies à faire tu dis c'est pas un bien pour un mal peut-être pour les étudiants. Je suis d'accord, l'écrémage se fait tout seul, mais tu perds du fric. Je pense qu'on perd du fric notamment sur les droits universitaires pour toucher les droits. Bien sûr qu'on perd du fric parce que on paye assez peu cher l'inscription en université, et donc l'université a beaucoup à payer pour un élève. Je sais pas. Et on la paye pas si on est boursier d'ailleurs. Oui, en plus de ça. Non, moi justement, je disais que ce que je voulais dire, c'est que l'écrémage ne se fait pas vraiment. C'est que tu vois sortir de la licence, ceux qui obtiennent la licence, il n'y a pas que des cadors. Il y a des gens qui ont... Non, mais il faut... Non, mais il parle vrai. Il faut parler vrai, il faut être réaliste. À un moment, tu vois les personnes avec qui tu as fait ta licence, notamment... ça vaut pas le coup. J'ai cru qu'il allait nous sortir des noms. Non, il allait sortir des noms. Je ne sortirai pas des noms parce que ça ne parle déjà. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, ça ne parlera à personne. Bien sûr. Mais et puis on tient à notre émission. On le voit bien, et je pense que les gens qui ont comme nous eu une licence il n'y a pas très longtemps se sont aperçus que à leur côté il y avait des gens qui n'avaient pas du tout le niveau. Mais tu le vois sur des domaines en plus assez spécifiques, des trucs tout bêtes, mais l'orthographe, tu vois. J'ai vu des gens en Master 2, au niveau de l'orthographe, c'est une catastrophe. Oh, mais même des gens vont finir avec un bac plus 5 en ne sachant pas écrire français. Et voilà, mais tu dis même des profs, et je vulgarise à peine. Parce que quoi, le mec qui est en Master 2 et qui ne sait pas écrire... on a appris quoi ? La personne qui est en Master 2 et qui ne sait pas écrire, c'est pas un an plus tard qu'elle saura écrire par miracle. Voilà, mais maintenant, tu as vu, il y a des profs qui réservent des cours, donc ça secondarise l'université, des cours d'orthographe. On a déjà vu ça, facilement. Alors, comment faire un plan ? Ça avant, vous voyez, je connaissais pas. Plan. Non, mais avant, il y a 30 ans, moi, quand je dis des trucs à l'ancienne, quand on voit des trucs un peu anciens, c'était le bac, c'était réservé à savoir faire un plan, savoir raisonner, savoir écrire, et après, allez, on passait à autre chose, et en université, là, on attaquait dans le dur. Il n'y avait pas besoin de cette secondarisation et de cette culture. Mais quand on voit qu'il y a des cours de culture G maintenant,
Franchement. Non, alors moi, c'est, je trouve pas que ça soit. Non, Alors, mais c'est ici, pas à Marne-la-Vallée, bête. Mais je ça trouve- devrait pas l'être. Je trouve pas que ça soit bête. Par contre, je trouve que l'intégration au système de notation est assez particulier. Là, tu nous as fait, on a été un peu particulier. On n'a pas tout compris. L'intégration est On n'a assez pas tout compris, particulière mais- d'ailleurs. Et je voulais. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Raph, justement, enfin, sur ce que j'avais dit, que Raph a répondu. Il disait, ouais, je suis pas d'accord pour la sélection en aval, parce que en amont, je vais y arriver, parce que je considère qu'un office d'ouvrier n'a pas forcément à être fait. Évidemment, Oui, je suis on d'accord. a entendu, hein, les auditeurs ont entendu ce qu'il disait. Voilà, Tu peux passer directement à ta réponse. Je le répète et je termine. Je disais juste que, comme dirait Nicolas, mais finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Donc, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas mieux? Parce qu'on voit qu'il y a 87 corps de métier en France, et on voit que de plus en plus, il y a certains corps de métier qui sont dans un domaine et pas dans l'autre. Et plus dans le domaine un peu... Moi, je peux te répondre rapidement. Pour moi, c'est dramatique. Et oui, mais c'est Pour moi, dramatique. c'est dramatique parce que tout le système démocratique républicain français fonctionne sur cette idée de possibilité d'ascension sociale. Donc, à partir du moment où tu romps ça, tu romps le contrat social, bah, tu romps l'essence et la stabilité même, les piliers de la République. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais de tous les corps de métier? En fait, c'est ça le truc. Parce qu'on dit oui, il manque de ci, il manque de ça, il manque de ci, on va faire Mais venir non, des mais gens venus de là, que des etc. gens soient ouvriers, comprends-moi bien, c'est pas le problème. Le problème, Voilà. c'est qu'on enferme les fils d'ouvriers eux-mêmes dans les fonctions d'ouvriers. Non, mais c'est pas faux. Et c'est ce qui se oui, passe, d'un c'est ce côté, qui se oui. reproduit tout le temps. D'accord, mais comme disait Nicolas, est-ce que c'est pas un mal pour... Non, j'en sais rien. Mais d'un côté, il y aurait peut-être plus de compétences et je me dis, finalement, si tout le monde fait la même chose et tout le monde pousse, pas dans la même trajectoire, mais si on fait tous la même chose... tragique ce que tu dis là. Tu Mais dis, si, en oui, c'est gros, tragique, oui. les Je suis ouvriers- un dictateur. Non, tu dis que les ouvriers, quand même, ils saoulent un peu parce qu'ils en demandent un peu trop. J'ai pas dit ça. J'ai l'impression que c'est Non, ce que t'es en train de dire. Mais non, je dis pas ça. Je Comment dis- ça, ils veulent plus être ouvriers? Oui, c'est ça. C'est. Mais j'ai pas dit ça. Bon. Attends, je veux dire, à l'époque où il n'y avait pas l'égalité des chances, son frère, il a finalement fini dans les livres et son père est ouvrier. Donc ça veut rien dire. On peut toujours changer. On a toujours la possibilité de le faire. Mais je veux dire, à mon avis, il faut élargir un petit peu l'enseignement. On dirait que c'est quelque chose de terrible ce que je suis en train de vous dire. On spécialise, du coup, ça ne vaut plus rien. Vous critiquez l'école et vous dites on fait plus rien en école, c'est n'importe quoi. Et d'un côté, vous voulez pas qu'on fasse un peu de tri et peut-être en amont. Alors, je sais pas moi. Ah non, j'ai pas dit que- Et comme dirait Bossuet, je terminerai là-dessus. Dieu se rit des gens qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en surissent les causes. À force de trop d'égalité, on en perd d'égalité. Là, on a perdu tous les auditeurs. Je voulais rajouter quand même que Le Monde, lui, disait qu'effectivement, on pouvait peut-être résoudre ce problème de l'université, le fait que l'université est autonome, etc. Donc, système de partiel à la fin d'un semestre de cours où on a dû faire des recherches en parallèle des cours qui sont proposés. Enfin, c'est un petit peu l'objectif de l'université. Le Monde lui dit autre chose, et je crois qu'il relaie, me semble-t-il, des choses qui sont en cours. Pourquoi pas eh bien, tout simplement augmenter la part du contrôle continu, c'est-à-dire du contrôle encadré par un enseignant en cours, exposé, etc. Et finalement, voilà, éviter les échecs au partiel qui était un petit peu la norme à l'université. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas le contrôle continu, Raphaël? Ouais, effectivement, Nico, j'ai lu le même article justement, et ils prennent pour exemple l'université d'Avignon, qui est la première de France à avoir mis en place ce système généralisé à toutes les filières de leur université. Donc c'est ce qu'ils appellent le contrôle continu intégral. Ce qui oblige évidemment l'étudiant à être présent en cours. Ce qui plus ou oblige moins. l'étudiant à être présent, à apprendre régulièrement ses cours, à aller travailler régulièrement, et ça supprime aussi complètement le système de partiel. Donc moi, personnellement, je serais plutôt pour un système d'entre-deux, avec un peu comme ce qu'on a vécu en licence ici, avec des partiels à la fin, mais en même temps un système de contrôle continu qui te fait bosser pendant tout le semestre. Tu vois, je suis pas sûr Alors que supprimer les pourquoi partiels soit une solution en soi. Mais les partiels avec le contrôle continu, ça me va très bien. Le problème pour moi du contrôle continu intégral, si problème il y a, c'est que justement ça va favoriser la réussite des étudiants. Donc c'est bien quand on va dans ce sens-là, dans ce sens républicain, c'est très bien, les étudiants réussissent mieux. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Sauf que du coup, on se retrouve avec de plus en plus. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on veut, c'est comme au bac, on veut faire réussir les étudiants. Bah oui, on les fait réussir, il y a 90%. Donc est-ce que c'est génial? Pour autant, pas forcément. Donc là, on va faire plus réussir les étudiants, mais est-ce que c'est plus facile? D'une certaine manière, oui. Donc est-ce que c'est mieux? J'en suis pas convaincu. Et pour appuyer mes dires, avant de te laisser la parole Nicolas, à l'université d'Avignon, justement, la licence, par exemple, d'administration économique et sociale, a vu son pourcentage de réussite en licence passer de 11% en 2008 à 35% en 2013, grâce à ce système. Donc là, que ça a été quand même triplé. Donc c'est quand même
significatif ce C'est changement n'importe quoi. C'est d'administration. n'importe quoi. Je soutiens entièrement le point de vue de Raphaël, en rajoutant que pour ma part, vous aurez remarqué que ce soir je participe à ce débat, c'est génial. Dès c'est qu'on parle formidable. d'éducation, de mairie, t'es Non, mais- dans le coup, Nico. hein. Franchement. En rajoutant effectivement que moi je suis pour effectivement la démocratisation entre guillemets du contrôle continu au détriment du partiel. Bon alors. En tant qu'étudiant, puisqu'effectivement, ce qui me concerne, j'ai toujours mieux réussi quand on contrôle continu qu'en partiel, donc il n'y a pas de raison. Mais justement, en rajoutant qu'effectivement, la proportion de partiel dans les études que moi je fais, en tout cas, a eu tendance à diminuer entre la licence et le master, et qu'effectivement, on sent davantage d'épanouissement quand on doit réaliser des exposés, des entretiens, des observations, des choses concrètes, des choses qui ressemblent davantage au travail du chercheur ou même au travail de terrain quand on est dans une formation professionnelle. Et donc, c'est vraiment plus intéressant que d'être en examen tous les 6 mois. Et voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable intérêt à se retrouver dans ces salles d'examen tous les 6 mois à devoir plancher. Alors après, évidemment, il faut apporter une nuance, ça dépend des formations. C'est plus ou moins facile à mettre en œuvre, mais il est évident que ce système de partiel à l'université est certainement grandement à remettre en cause. Mais effectivement, ça sous-entend inventer, mais ça se fait, hein, mais d'inventer de nouvelles façons de contrôler le travail des étudiants tout au long du semestre. Mais moi, je peux vous en parler avec une certaine légitimité, parce que là, depuis mon entrée en master, le système, c'est des partiels totaux. Voilà, il y a des partiels, le système d'un partiel total. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrôle continu, on n'a qu'un système de partiel unique. On se retrouve tous les 6 mois, comme tu dis, dans une pièce pour plancher, et entre ça, il se passe pas grand-chose. Parfois, un dossier dans telle matière, un petit truc à faire. Mais si tu veux, c'est ridicule, c'est On appelle dérisoire le par rapport. bachotage Voilà. et qui est aussi remis en cause, puisqu'on parlait d'une émission sur l'éducation. Et Même encore, au bac. je veux pas vanter mes mérites, mais moi j'essaie en tout cas de travailler les cours quand même pendant le semestre, de lire à côté, tu vois, d'approfondir un peu. Mais je sais qu'il y a des étudiants qui ne le font pas. Donc les étudiants, ils se retrouvent tous les 6 mois. Ils bachotent, comme tu dis, une semaine avant les partiels, ils essaient de réussir, et après, ils repartent pour 6 mois, ils rebachotent une En semaine ayant avant. tout oublié, évidemment. Alors ce qu'ils qu'en ont appris licence, pour il y le avait bac. ce système de Pour contrôle le continu qui partiel. était assez intense, mais très efficace, avec les partiels à la fin. Mais comme on avait eu le système de contrôle continu, on avait déjà révisé une bonne partie du programme pour les partiels, donc ça facilite grandement la tâche. Et les enseignants disaient à chaque fois effectivement que les notes de contrôle continu étaient toujours meilleures que celles des partiels. Et effectivement, la question se transpose sur le bac, où aujourd'hui la question du contrôle continu est toujours à chaque fois remise sur le tapis sans beaucoup avancer. Et aujourd'hui, le bac est principalement composé des épreuves En fait, terminales. il faudra un contrôle continu. Après lequel, si tu as la moyenne, tu as le droit de participer au partiel. À la limite, il faudra un truc comme ça. Genre, tu as la moyenne, c'est bon, donc tu as le droit de participer au partiel. Si tu les as, tant mieux pour toi. Et ça sera un peu les partiels totaux. Et puis voilà. Donc là, on va écrémer. Hein. Ça va partir. Hugo Surtout souhaitait en histoire réagir et de je crois l'art. que ce sera l'un des mots de la fin. Oui, juste pour dire, parce que c'est bien beau de faire du contrôle continu, mais contrôle continu veut dire TD. On a appris quoi? Et TD signifie plus de cours, donc plus De moyens. de moyens. Et donc des enseignants qui ne sont pas qualifiés pour enseigner parce qu'il n'y en a pas assez, parce que Non. c'est pas valorisé, Bah, parce qu'ils n'ont pas de salaire. C'était Et politique. je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, la boucle est bouclée. Non, mais c'est vrai qu'Hugo pointe un problème important du doigt, c'est-à-dire que nous, à l'université, on a des problèmes importants de moyens. Et on le voit, il y a des restrictions au niveau des heures accordées aux profs dans mon master. Et les profs en question n'ont pas le temps de corriger des copies et de plancher toutes les 2 semaines sur un truc. Donc après, il y a une histoire de mise en place qui fait que c'est pas toujours possible, effectivement. Voilà, donc un véritable travail à mener effectivement là-dedans. Mais voilà, on a vu, il y a des expérimentations qui se font. C'est le cas sur mon master, peut-être davantage que sur le tien, Raphaël. Donc voilà des différences. Nous l'avons compris. Dans les perspectives, pour conclure ce débat, et on n'aura pas le temps malheureusement d'y revenir, mais on y reviendra dans d'autres émissions, puisque vous le savez, nous allons consacrer sans doute quelques émissions spéciales à la radio sur la fusion entre l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et l'université Paris-Est Créteil, notre voisine. Eh bien, effectivement, dans ce contexte, eh bien, il y a un autre élément qui ressort, ce sont les nouvelles les communautés d'universités et d'établissements qui relient à la fois les écoles et les sites universitaires, voilà, mêlant évidemment à chaque fois professionnalisation, recherche, des pôles d'excellence. Et donc dans ce contexte, Marie est complètement paumée. Donc voilà, ces nouvelles communautés prônées depuis quelques années maintenant sont aussi un nouveau contexte dans lequel tout cela va s'écrire, avec effectivement toujours l'idée de regrouper des établissements
de recherche et d'enseignement pour l'excellence, et peut-être verrons-nous dans les prochains mois et prochaines années une évolution. En tout cas, on en parlera éventuellement avec nos chroniqueurs dans cette émission. Voilà, je pense qu'il est temps de prendre congé, de prendre quelques jours de vacances. Enfin, quoique Marc, il y a un déménagement qui nous attend. Marc, tout le monde. Oui, tu es nommé ce soir chef du déménagement. Toi qui vantais les mérites du travail manuel. Bah, attendez. Voilà. Moi, je vais faire comme Maxime, moi, la charpente, et c'est parti. Hein. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Marc, merci à Hugo, merci à Raphaël d'avoir participé à ces différents débats. Très intéressants ce soir. En tout cas, je les ai trouvés intéressants. Très intéressant, c'est des questions... Attends, éducation, attends. Comme t'as dit, 1h30 sur l'éducation, attends. 45 minutes, 40... je te prie. Un peu plus. Un peu plus. Effectivement. On donne rendez-vous, bien sûr, à tous nos auditeurs dans les différentes émissions de la Radio Rec. Voilà, avec une petite pause la semaine prochaine suite à notre déménagement dans la maison de l'étudiant. Voilà, j'espère que vous viendrez nous voir et que ce sera l'occasion de vous retrouver avec donc une maison de l'étudiant dans laquelle il y aura une cafétéria, dans laquelle il y aura le service de la vie étudiante, dans laquelle il y aura les mutuelles et différentes associations. Donc voilà, Elle fait une carte des menus là, qu'on en finisse parce que un lieu où où il fera bon vivre. Voilà, allez, on est parti. Et où il fera bon vivre, allez. Voilà. Merci, à demain. En tout cas, on espère qu'on aura de la place pour installer notre studio. Merci beaucoup. Bisous. bonne soirée. On se dit à bientôt, hein, effectivement. Voilà. Effectivement. Au revoir. Effectivement. Radio Rec.